toutes, bonjour à tous, bonjour au chat et bonjour à ce magnifique plateau que j'ai avec moi. Je commence par toi, JB, comment vas-tu ? Oui, ça va et toi ? Ouais, content d'être là ? Bah ouais, toujours. Allez, et toi Ulrich ? Content, hein. Ouais, Beaucoup de sujets aujourd'hui. Beaucoup de sujets, Ah ouais. en effet. Et attention, pour le moment, on est 3, mais on sera bientôt 4, puisqu'on aura également un autre invité qui est Maxime Fontanier, qu'on présentera un peu plus en détail tout à l'heure, quand il arrivera. En tout cas, bienvenue sur cette nouvelle émission, le numéro 4 de Survolté, déjà, hein, c'est notre 4e. Pour rappel, on parle ici uniquement de 100% électrique, que ce soit les vélos, les voitures, les scooters, les panneaux solaires, les batteries, bref, tout un tas de sujets. On pourra aussi parler un peu de thermique par moment, bien sûr, ce n'est pas interdit. Exactement. Pas tabou. Mais en tout cas, aujourd'hui, on vous a préparé une belle émission sur le thème de la voiture. Il y a 2 semaines, c'était le vélo, là, c'est la voiture. Et notamment, on a de l'actualité, puisque en ce moment, c'est assez dense entre la Chine, l'Europe, même la France, enfin, tout un tas de sujets qui est très sympa. On aura des jeux aussi, restez jusqu'à la fin, puisqu'on a un jeu très sympa qu'on aime bien, et vous pourrez participer également à ce jeu depuis le chat. Et que dire de plus ? Eh bien, si, on aura toute une partie qui sera consacrée à notre invité de la semaine qui arrive dans quelques minutes, puisque les transports en commun d'Île-de-France ont eu raison de sa ponctualité. Merci, JB. C'est sûr, il va en parler. Voilà, je pense qu'on pourra lui laisser une petite tribune de quelques minutes, ça lui fera très plaisir. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous dans le chat. On va pouvoir démarrer un petit peu cette émission. Je crois que j'ai à peu près tout dit, on a fait le tour de la table. Et bien écoutez, voilà, je vous propose de lancer le beau jingle Survolté. Bienvenue parmi nous. Alors, on va commencer avec un sujet très touchy, mais qui a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Ulrich, c'est M6 avec l'émission Turbo. On l'a nommé Stop aux fake news parce que Ulrich, t'es tombé sur une émission il y a 1 semaine ou 2, je crois, avec les coûts d'usage d'une Peugeot i208 qui étaient totalement décorrélés de la réalité, qui étaient même faux, on peut le dire, je pense. Et toi, t'as fait tes petits calculs, donc je te laisse nous raconter un peu l'histoire, Ulrich. Bah c'est ça, en fait. C'est une émission qui a plus de 35 ans. Beaucoup de Français font confiance à cette émission. Et puis moi, personnellement, je la regarde. Il y a des journalistes que j'apprécie beaucoup et qui font un travail qui est normalement de qualité. Mais là, il y a eu une erreur. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a des erreurs sur l'électrique. C'est un sujet nouveau, surtout pour eux, qui sont, on va dire, des anciens du thermique et qui s'intéressent évidemment à l'électrique, pas le choix. Et en fait, beaucoup de Français leur font confiance. Donc, c'est vrai que nous, on est aussi là pour, comme on l'a fait pour TF1 et comme on l'a fait pour France Info et d'autres médias, France 2, décortiquer les erreurs qu'il peut y avoir. Et là, il y a eu une grosse erreur. Alors, ce qu'ils ont voulu faire, c'est parti d'un bon sentiment, c'est prendre la voiture la plus vendue, on en parlera juste après, la 208 de Peugeot, et de faire un trajet sur autoroute en la comparant à son homologue en thermique, hybride. Donc là, c'est un bon calcul que les gens peuvent faire, alors facilement, oui et non, parce que bon, M6 évidemment s'est trompé. Enfin, alors Turbo, ce sont des spécialistes de l'auto, quoi, comme tu dis depuis voilà. Des dizaines d'années. Et donc, on a considéré que quand on prenait l'électrique, on charge à la maison, on part à 100%, comme la plupart des gens le font, et on fait le nombre de recharges nécessaires pour arriver à destination. Donc, c'est comme ça que ça se passe. On va généralement optimiser ça, comme vous le savez, vous deux, mais c'est tout le travail qu'on est en train de faire, qu'il faut recharger quand la batterie est très basse pour pouvoir atteindre des vitesses de charge très puissante, qu'il faut charger à des endroits assez stratégiques parce que en fonction de l'endroit où on charge, on peut payer x2, x3, x4 le tarif de l'électricité. Donc tout ça est à prendre en compte, on le sait, et c'est une vraie problématique d'accès à l'électrique, c'est que c'est compliqué. Et donc évidemment, M6, ils ont voulu bien faire. Donc déjà, première chose, on peut pas trop leur en vouloir, mais ils ont appliqué un tarif du kilowattheure à la maison un peu élevé. Ils ont pris le tarif réglementaire, celui qu'on trouve chez base, EDF. Le tarif base, ça oui. De base. Que t'as pas trop quand t'as une voiture électrique. Non, déjà parce que beaucoup de gens ont un tarif heure basse, heure creuse. Ouais. C'est déjà la première chose. D'autres personnes ont des tarifs négociés. En ce moment, il y en a un paquet parce que l'électricité coûte moins cher sur les marchés. Donc quand on va chez Direct Energy ou d'autres... Total Energy, pardon. Moi, je suis déjà encore à l'ancienne maison. Quand on va chez Total Energy, on peut négocier des moins 10, moins 15%, moins 20% pour certains. Beaucoup d'opérateurs qui proposent des bons prix. Et enfin, je sais que c'est le cas chez toi, il y a des tarifs comme Tempo qui permettent vraiment de faire des grosses économies. Donc eux, ils ont pris la fourchette haute, voire très haute du coût de l'électricité à la maison. Ça, c'est la première. C'est pas une erreur, mais
En tout À la cas, limite, s'il y avait que ça, on leur pardonnerait. il y avait que ça, on n'en aurait pas parlé. Tout à fait. Donc, charger une Peugeot i208. Ouais, comme on le voit à l'écran, là. Voilà, alors ça, c'est le calcul qu'ils avaient fait dans la première émission. Tout à fait. Et là, ils t'annoncent 72 € pour la i208 pour faire 720 bornes contre 60 € pour la 208 exact. hybride. Voilà. Ils ont considéré qu'il y avait besoin de 2 recharges pour le trajet qu'ils avaient déterminé. Ce qui est OK, non en fait, ça dépend parce que on a fait le calcul, on aurait pu l'optimiser entre 1 ou 2 recharges en fonction de différents éléments comme la météo, comme voilà. Ouais. Mais en tout cas, ça aurait pas changé grand-chose au coût de recharge de faire 1 ou 2 arrêts. Ça aurait pas changé grand-chose. Ça change la même quantité. Donc voilà, donc eux, leur conclusion, c'est que ça coûte moins cher de prendre une voiture hybride pour faire, je crois, un Paris-Lyon. Voilà. Ouais. Et toi, par contre, tu as quelques chiffres, c'est ça. Voilà. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà mis des tarifs à la maison. Plus sur on a pris le tarif de voilà, on n'a pas été chercher les tarifs trop bas. Hein. Ouais. On a pris les heures basses, enfin les heures creuses. Les heures creuses. Ouais. Voilà, un abonnement classique heures creuses. Ouais. Même pas négocié. Ouais. Et ensuite sur l'autoroute, par contre, on est parti pas sur le tarif qu'ils mettent en avant, parce qu'ils avaient mis 90 centimes le kilowattheure. Ce qui est énorme. Et c'est là l'énorme erreur. Je sais même pas si ça existe. Ça existe. Je pense sur quelques arnaques. Ça existe. Ouais. J'ai jamais vu. Hein. Sur autoroute, on a 60 centimes à peu près. De Unity. On peut atteindre ces tarifs si on rajoute des fois des coûts à la minute en plus. Voilà. Ouais, eux, donc, ils ont parti 90 centimes le prix du kilowattheure, ce qui amène du coup à ces tarifs-là. Ils ont fait un rectificatif une semaine après où ils ont mis 60 centimes. Voilà. Donc, nous, dans notre tableau, on l'a mis les rectificatifs quand même. Ils l'ont fait il y a 3 jours. Et ce qui descend du coup le coût total de 72 à 49 €, donc déjà c'est énorme comme différence, ce qui est déjà plus proche de la réalité. Et déjà moins cher qu'une hybride. Oui, ce qui devient moins cher que l'hybride. Et nous, notre tarif, c'est que voilà, aujourd'hui on peut considérer que sur autoroute on est entre 40 et 60 centimes. Alors le prix de l'électricité varie énormément en ce moment. Il est monté bien plus haut, il a été beaucoup plus bas par le passé. En tout cas, aujourd'hui, on peut même faire en dessous des 40 centimes chez Tesla ou Unity. On peut optimiser avec des cartes d'abonnement. Mais il n'est même pas question d'optimisation là. Il est vraiment question juste des calculs. Et donc là, regardez, nous, voilà, entre 32 et 48 €. C'est le prix qu'on peut faire. Mais avec leur rectificatif à eux, on est plus dans la vérité. Voilà. Ouais, exactement. Il y a eu une grosse erreur qui a été faite. Ils l'ont rectifié une semaine après, ce qui n'est pas le cas de tout le monde déjà. En effet. Après, j'ai vu le rectificatif. Alors c'est dommage, on peut pas trop le diffuser ici. J'ai trouvé ça un peu léger dans le sens où c'était une voix off avec pas trop de chiffres. Vraiment, c'est pas comme là ce qu'on a fait nous, parce que t'as fait Ulrich, où c'est très visuel. Il y a juste eu une petite voix off en disant on s'est trompé et tout. Alors ok, c'est bien, mais je trouve que du coup ça marque moins forcément. Les gens, la plupart, je pense, vont rester sur l'image qu'ils ont. Et surtout, c'est étrange. Il y a aucun replay qui est en ligne. Ah ok. Voilà, ils ont décidé de pas mettre l'émission. Pas cette partie-là. D'accord. Donc on ne peut pas la trouver en ligne. D'accord. Les seules personnes qui l'ont vu, c'est ceux qui étaient devant la télé ce week-end ou le week-end d'avant. D'accord, ouais, parce que ça fait un gros tollé sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, ça a été repris en Et donc c'est vrai que c'est dommage de toujours tomber dans ces clichés des médias, même des spécialistes comme Turbo, qui font des erreurs aussi bêtes sur l'électrique, et ça tombe tout le temps sur l'électrique. À croire que c'est fait exprès. Je pense pas que ça soit fait exprès là. Je pense qu'il y a une vraie erreur, mais c'est plus une erreur d'aller jusqu'au bout des calculs, jusqu'au bout de la recherche de l'information juste. Je pense qu'ils auraient interrogé un minimum des conducteurs de voitures électriques. Ils auraient dit mais 90 centimes, qui paye 90 centimes le kilowattheure? Même si quelqu'un à la rédac de M6 roulait en électrique et avait vu le truc, ils auraient dit les gars, non, vous avez inversé le 9 avec un 6 quoi. Enfin, on pourrait croire du coup que c'est fait exprès. Et c'est ça qui est dommage, parce que nous, ça crée un biais quoi. Et c'est vrai que la confiance, c'est important, surtout dans des transitions comme celle-ci. Et alors, voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, ils ont fait le rectificatif, ça, par contre, c'est quand même une bonne chose. Ouais. Et d'ailleurs, je rajouterai un truc, c'est que j'ai appris assez récemment que finalement, la plupart des journaux télévisés et des émissions, finalement, c'était sous-traité à des boîtes de production, les sujets. Et donc, du coup, en fait, potentiellement, c'était peut-être pas des journalistes très spécialisés avec l'électrique qui ont fait ça. Le rédac chef de l'émission a peut-être pas vérifié en détail. Et c'est comme ça qu'on peut laisser passer des bornes. Mais bon. Mais toi, du coup, Ulrich, tu t'es amusé à comparer 3 voitures électriques sur long trajet. Exact. Et tu as quelques chiffres aussi à nous montrer, parce que là, on s'est focalisé sur la 208, qui est tout de même la voiture électrique la plus vendue en France, il faut le souligner. Depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, merci JB. Mais toi, tu t'es amusé un peu à faire les calculs avec d'autres modèles, c'est ça? Exact. Alors, j'ai pris 3 voitures très vendues. J'ai pris la Model 3, qui est un peu la référence en termes de consommation, et aussi, on le verra tout à l'heure, en volume de vente. Et j'ai pris la MG4, qui est un peu une des stars de l'année dernière, moins cette année,
à cause du bonus écologique et encore plus des taxes, et ça on va en parler, taxes douanières. Et donc j'ai pris ces 3 voitures. On a en gros la MG4 finalement, je l'ai pris sans regarder les calculs. Enfin, au final, il s'avère que on se retrouve à peu près avec les mêmes calculs que la 208. Ok. Voilà. Donc c'était plus pour l'histoire de comparer 2 voitures assez comparables, mais donc la MG4 qui est finalement très compétitif par rapport à la 208. Alors on se retrouve avec les mêmes calculs que la 208. Ok. Et par contre la Model 3, pour le coup, on arrive sur des tarifs beaucoup plus intéressants du fait que elle consomme beaucoup moins. On a une moyenne autour de la consommation. Sur la Model 3, on va être sous les 18 kWh à peu près Sur autoroute. Ouais. Voilà. En mixte, on est encore plus bas parce qu'on est sous les 15 kWh. Et en plus, les utilisateurs Tesla payent beaucoup moins cher l'électricité grâce aux superchargeurs. Donc on arrive sur des tarifs entre 25 et 30 euros. Donc là, on a vraiment une réelle différence qui est encore plus importante que la 208 ou la MG4. D'accord. Donc 25 ou 30 euros au lieu de 32 à 48 euros, c'est ça, on avait exactement, en fonction du nombre d'arrêts. Donc en fait, la Tesla Model 3 va demander moins d'arrêts, va avoir une plus longue autonomie, une recharge qui est peut-être même plus rapide. Là, il n'est pas question évidemment de la rapidité de la recharge, mais ça compte quand on fait des longs trajets. Donc c'est vrai que c'est une voiture qui est plus conçue pour les longs trajets que évidemment une 208 qui est une voiture, une citadine, ou que MG4 qui est un petit peu une hybride. Et c'est drôle parce qu'on pourrait s'imaginer que tu achètes une 208 ou une MG4 qui sont plus petites, parfois plus légères qu'une Tesla Model 3, ce qui n'est pas forcément le cas. Et du coup, qu'elle consommerait moins, mais finalement, la Tesla Model 3 consomme moins parce qu'elle est plus longue, elle est du coup plus aérodynamique, il y a eu peut-être plus de travail fait sur le... Et il y a l'expertise de Tesla, ça fait plus de 10 ans qu'ils font que de l'électrique et ça paye, quoi. Sur les moteurs. Oui, sur les moteurs, ouais. Non, c'est fascinant, même le modèle Y. Elle est de 10 à 20%, quoi. C'est pas négligeable. Exactement. Même le modèle Y qui est quand même un gros SUV, qui est très volumineux, etc. Les consommations qu'on peut arriver avec, sur lesquelles on peut arriver avec le modèle Y n'a rien à voir avec à titre personnel, j'ai une consommation, par exemple, quand je compare au Volvo X30 qui n'est pas du tout la même voiture, une voiture beaucoup plus petite, une consommation qui est beaucoup plus importante que le modèle Y. Et pourtant fait, je crois, 50 cm de plus de longueur, quoi. Il y a plus d'habitabilité, plus de puissance, plus de puissance, plus tout. Non, mais c'est vrai que du coup, la Tesla est un peu une des... Voilà, c'est pas la seule, mais c'est une des championnes de l'efficience. Et donc, dans ce jeu-là, effectivement, si Turbo avait pris la Model 3, dans son comparatif, là, pour le coup, la bataille aurait été gagnée haut la main. Mais bon, on peut comprendre qu'ils aient pris la 208 puisque c'est la voiture la plus vendue de l'année, qu'elle a été éligible au leasing social, que beaucoup de gens roulent avec. Et leur conclusion n'est plus valable. C'est-à-dire que, évidemment, ça coûte moins cher de faire un long trajet en électrique qu'en hybride. Oui, voilà. Et même qu'en thermique, que tout, parce qu'en fait, c'était un 1000 d'hybride, il me semble, c'était une toute petite batterie, c'est pas vraiment une hybride rechargeable. C'est ça. Exact. C'est clairement une thermique, on peut dire, quoi. Mais ok, donc il faut retenir ça. Retenez bien ça, les amis, sur le chat. Ça coûte moins cher de rouler en voiture électrique qu'en voiture thermique. Et Turbo n'a pas dit la vérité au départ, mais heureusement, ils ont rétabli la vérité. Ça nous fait chaud au cœur, puisque on se bat constamment contre les idées reçues sur la voiture électrique. Exactement. Voilà. Ok, merci Ulrich. T'as d'autres choses à nous dire là-dessus ou pas? Non. Ok, super. Et ben, je propose qu'on passe au flash charge numéro 2, une actu de JB. Mais en attendant, on va faire rentrer sur le plateau notre invité de la semaine qui est arrivé entre-temps, puisque l'Île-de-France, la RATP, a décidé de le délivrer. C'est Maxime Fontanier. Bon, eh bien bonjour à toi Maxime. Salut. Ça va, tu es bien arrivé j'ai fini par arriver, pourtant j'ai pris les transports en commun comme c'est conseillé, mais 25 minutes de retard et j'avais prévu un peu de marge, désolé. Non, il n'y a pas de souci. Tu tombes à pic, écoute. Je propose, JB, de te laisser la parole sur un sujet un peu moins drôle que ce qu'on vient d'aborder ici. C'est Volkswagen, c'est la crise chez Volkswagen, avec tout un tas d'indicateurs depuis le début de l'année qui sont plus ou moins dans le rouge, avec des décisions, limite les pires décisions de l'histoire de Volkswagen qui sont en train d'être prises. Écoute, je te laisse nous expliquer ça, JB. Exactement. Alors, on va parler de l'état de Volkswagen et surtout du groupe Volkswagen. Donc, ça inclut Audi, ça inclut Seat, Skoda, Porsche aussi. Et ça va pas fort. Déjà, effectivement, c'est un sujet qu'on suit depuis même déjà 2023. On avait déjà quelques indicateurs qui montraient que c'était
pas la folie. Et là, en fait, ça s'est vraiment accéléré avec les résultats du 3e trimestre 2024, où les chiffres sont vraiment pas bons. Les ventes sont en baisse, les bénéfices plongent, on est à quasiment à moins 31%. Et surtout, la dette explose. On a dépassé les 200 milliards d'euros de dette. Et donc, il faut agir fort et ça risque de faire quand même assez mal. Ouais, et en plus, il n'y a pas que les ventes qui sont en baisse, il y a plein d'autres problèmes qui sont enchaînés ces dernières années, c'est pas que ces derniers mois d'ailleurs. Exactement. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que la situation sur laquelle on arrive aujourd'hui, elle couve depuis longtemps, depuis même plusieurs années. C'est-à-dire qu'en fait, un petit retour en arrière, les années 2000-2010, tout allait bien. En Europe, les Volkswagen, ça se vendait comme des petits pains et surtout, elles étaient produites avec un gaz russe qui était abondant et pas cher. Et surtout, en fait, faut pas oublier le marché chinois qui était un peu la poule aux œufs d'or pour Volkswagen. C'était le groupe Volkswagen aussi au total. Audi était très fort. C'était dans les rues, on avait tous les taxis en Volkswagen. C'était vraiment, ils prenaient l'avantage de la production chinoise qui était pas du tout concurrentielle. Et donc ça marchait très bien. Et puis, en fait, jusqu'au moment où ça ne marchait plus. On retourne aussi en 2015. Vous vous souvenez sûrement du Dieselgate. C'était ce scandale du petit logiciel dans les moteurs diesel qui truquait en gros le fonctionnement du moteur diesel pour abaisser artificiellement les émissions polluantes. Ils se sont fait prendre la main dans le sac aux États-Unis. Ça leur a coûté très cher. On estime à 32 milliards d'euros de pénalités. C'est énorme. C'est énorme et c'est même pas toutes les actions sont pas encore terminées, donc ça pourrait même aller encore plus haut. Ça fait quand même un certain trou dans les caisses. Et il y a aussi ce que tu disais, Vincent, il y a eu des mauvais choix stratégiques, notamment sur la partie logicielle qui est quand même un élément clé des voitures actuelles, et d'autant plus sur les voitures électriques. Au lieu d'aller chercher des compétences à l'extérieur, comme ce qu'a fait par exemple Renault en s'associant avec Google, ils ont décidé de faire tout en interne. Ils ont créé une société qui s'appelle Cariad pour vraiment développer toute la partie logicielle. Je pense qu'on peut utiliser l'adjectif de naufrage. Depuis le début, en fait, c'est des retards à répétition. On se souvient de l'ID3, qui est la première voiture électrique de Volkswagen en 2019. Toutes les fonctions n'étaient pas activées, c'était bug sur bug, l'interface était pas belle. Est-ce qu'il y a une voiture de Volkswagen qui arrivait à l'heure, une électrique? Eh ben non, justement, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que les derniers lancements, donc chez Audi, là en 2024, le Q6 et l'A6, les voitures ont 3 ans de retard. Ouais, et encore une fois, ils étaient incapables de fiabiliser la partie logicielle. Et notamment, en fait, ils parlent beaucoup d'une plateforme, la SSP, qui est censée être révolutionnaire. Elle était censée arriver en 2027. Les dernières rumeurs font état de 2031 au mieux. Aïe, c'est ok. Et donc ça rend forcément les voitures beaucoup moins compétitives. Et tout ça pris en compte. Ouais, c'est ça. Et c'est pas fini parce que je vous parlais de la Chine. Ouais, c'est ça, la Chine. Donc encore une fois, la poule aux œufs d'or. Et le problème, c'est que donc on en parle souvent sur Frandroid, c'est que l'électrification massive et très rapide du marché chinois fait que les marques locales, donc on pense évidemment à BYD, on pense à XPeng, on pense à NIO, qui sont soudainement qui ont des voitures extrêmement compétitives avec des technologies qui sont dernier cri pour un prix qui défie toute concurrence. Et ça, Volkswagen est complètement largué. Et encore une fois, donc Volkswagen était numéro 1 depuis des décennies sur le marché. Et là, en fait, ils ont cédé la place à BYD. Et ça fait aussi beaucoup moins de ventes et donc beaucoup moins de recettes. Et enfin, pour l'Europe, le marché en Europe en 2024 est en baisse, on le sait. Les électriques décollent pas aussi rapidement qu'espéré. Et en plus de ça, la guerre en Ukraine fait qu'il y a un embargo sur le gaz russe et donc les coûts d'utilisation d'énergie des usines explosent. Et donc, ça fait que ça coince. Ok, et donc là, tu viens de dresser un tableau qui est clairement affreux, qui est la vision de l'enfer, je pense, pour Volkswagen. Ouais. Et qui aurait, je sais pas si c'est du futur du conditionnel, des conséquences inattendues, dramatiques, je sais pas. Et très directes, très concrètes. En gros, il y a un plan pour économiser 10 milliards d'euros d'ici 2026, dont 4 uniquement en 2024. Et c'est un plan sur lequel, en fait, on le sait, ils n'y arriveront pas. Et donc, il y a eu des mesures supplémentaires qui ont été prises, qui vont être prises. Sur la table, on a des baisses de 10% de salaire pour tout le monde. On a un rabotage des avantages sociaux. Il faut savoir qu'en Allemagne, être employé chez Volkswagen, c'est très confortable en termes de paye et d'avantages. Là, par exemple, le plus emblématique, c'est la fin de l'accord sur la protection de l'emploi. C'est-à-dire qu'à partir de 2025, il y a des licenciements qui peuvent être envisagés. Et donc, il y en aura très probablement. Et encore plus important, même d'un point de vue
d'un point de vue image, c'est que des usines en Allemagne pourraient fermer. Et ça ne s'est jamais arrivé de l'histoire de Volkswagen. Alors on n'en sait rien, ça peut être 2, 3, peut-être simplement 0, mais toujours dit que c'est sur la table, et rien que le fait que le sujet soit sur la table prouve qu'il y a énormément de choses à faire. Ouais, donc ça pue un peu pour Volkswagen, Ça pue. et du coup pour les employés également de Volkswagen, les clients de Volkswagen, enfin tout ça, ça fait peur. J'espère, JB, que tu as des bonnes nouvelles à nous annoncer. Est-ce que Volkswagen peut s'en sortir? Est-ce que Volkswagen peut éviter la faillite? Pour l'instant, on parle pas de faillite. Ah non, on est loin de la faillite. Voilà, on est loin de la faillite, mais ça pourrait arriver si rien n'est fait. Ouais. Qu'est-ce que va faire Volkswagen pour redresser la barre? Alors, je suis optimiste de nature, donc peut-être que ça me joue des tours, mais toujours est-il que il y a quand même des indices qui montrent que déjà Volkswagen est conscient de la situation et ils font des investissements, ils font des rapprochements qui pourraient leur permettre de sortir de cette période un peu nulle. Déjà en Europe, les derniers lancements, à titre personnel, purement personnel, je trouve que les dernières voitures électriques de Volkswagen ont fait des énormes progrès en termes de prix-prestation. Les autonomies progressent, les écrans deviennent enfin potable, les prix aussi, il y a eu un gros effort sur les prix, je trouve que ça marche pas mal, et le signe c'est que les commandes sont en hausse. Donc déjà, en Europe ça pourrait être pas mal, et surtout en fait dans les cartons il y a des modèles qui ont un très très fort potentiel. Fin 2025, normalement la voiture à 25 000 € qu'on voit à l'écran devrait arriver, donc ça techniquement un futur carton en vue. l'ID2, un peu la Golf électrique quoi. Ce serait plutôt la Polo, ce serait la concurrente en gros de la Renault 5, pour faire en gros. Et en 2027, alors encore une fois, en croisant les doigts qu'il n'y ait pas de retard, on arriverait aussi sur la voiture à 20 000 €, là, qui concurrencerait la Twingo, sur laquelle on ne sait rien du tout. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, qui est tout récent, qui date très clairement de cette nuit, un énorme accord avec Rivian, donc, qui est une start-up américaine qui est très très prometteuse. Et qui donc Volkswagen a mis 5,8 milliards d'euros dans Rivian pour bénéficier en fait de leur plateforme logicielle, de leur software qui est t'as pu la tester d'ailleurs. Ah, exactement. Vraiment le pick-up qui était mais juste fou. Enfin, pour moi, c'est l'une des meilleures voitures électriques au monde ever. Et notamment grâce au système d'infotainment qui reprend un peu ce que fait Tesla, par exemple, ou ce que peuvent faire certains constructeurs chinois. Et là, tu mets l'infotainment, la plateforme électrique de Rivian sur du Volkswagen, bah, je pense que ça peut vraiment être un bon mix. Et également, ça peut sauver Rivian, qui sont pas non plus au top de leur forme. Exactement. Enfin, qui Exactement. peu, voilà. Ouais. Alors ça va mieux, mais ils sont quand même pas tirés d'affaire. En Chine aussi, là, donc ils ont bien compris qu'il fallait des voitures faites par la Chine pour la Chine. Et donc il y a 2 gros partenariats. Le premier, c'est Volkswagen qui s'associe avec Xpeng. Donc Xpeng, c'est une marque chinoise qui arrive en France avec des voitures qui sont vraiment bien. Enfin, on a pu les tester autour de la table. D'ailleurs, petite anecdote. Oui. La concession Xpeng à Nantes est une concession Mercedes. Ah bah voilà. Donc ça prouve qu'il y a un changement de paradigme. Et donc Xpeng, donc Volkswagen va bénéficier aussi de l'expertise d'Xpeng en Chine. 2 voitures dès 2026. On a un premier concept, là, la voiture bleue qu'on voit à l'écran pour nous donner un petit aperçu. Ouais. Je vous parlais du groupe Volkswagen, donc Audi aussi est concerné. Et là, ça s'associe avec SAIC. SAIC, ça peut paraître un peu nébuleux, mais c'est très concret parce qu'en France, il y a la MG4 dont on parle tout à l'heure. Je crois qu'on a un propriétaire de MG4 sur le plateau. Depuis peu, voilà. Et donc voilà, donc là, donc on voit aussi un premier concept pour nous donner un petit peu l'eau à la bouche. Ça fait couler beaucoup d'encre parce que c'est la première Audi où il n'y a pas les anneaux. Ouais. Est-ce que c'est encore une Audi? Mais elle est quand même, les specs sont impressionnantes. Les specs sont impressionnantes et on voit que c'est vraiment pensé pour la Chine. Hein. C'est une recharge hyper rapide, il y a une conduite Ils veulent autonome. pas la sortir en France celle-ci. Normalement, c'est par la Chine pour la Chine et on l'aura jamais. Dommage. Mais toujours dit qu'il y aura 3 modèles à terme. Et donc voilà. Mais ça, c'est la grande question. C'est qu'on on a eu la chance d'aller à Shenzhen et d'essayer une Xpeng, la P7 qu'on a vue au Mondial de l'Auto. Et les bruits de couloir, ça serait que la collaboration entre Xpeng et Volkswagen pourrait déboucher sur quelque chose en Europe et que ça serait pas que pour des voitures électriques en Chine, mais aussi en Europe. Donc franchement, si on a la recharge en 10-15 minutes avec Xpeng aussi, ils font un bel infotainment par rapport à Volkswagen. Moi, je dis oui, mais bon, c'est encore des... Après, Audi est déjà pas mal en termes de performance. Bah, Ouais. Alors oui. Mais, Temps de charge, autonomie. mais elle recharge 2 fois plus lent avec un logiciel la pas meilleure ouf. des Chinoises. Mais c'est d'Android maintenant. Automotive, voilà. Google Automotive. C'est ça. Donc ils changent. Donc ils apprennent de leurs erreurs. Et c'est ça Un peu en retard. C'est ça, mais c'est ça qui me dit qu'il y a peut-être un truc que c'est pas non plus totalement fermé. Et enfin, on termine aussi sur les États-Unis, qui sont quand même un gros marché pour Volkswagen, enfin le groupe Volkswagen en général. Et donc ils ont lancé aussi une marque qui s'appelle Scoot, qui là aussi part et pour les États-Unis. Le Scoot, c'était un pick-up des années
années 80, je crois, dans ces eaux-là. Donc là aussi, ça arrive en 2027. Et c'est magnifique. Et il y a un style C'est néo-rétro. beau, Ouais. Ça vous fait penser à quoi? Rivian. Rivian, vraiment, là, ouais. clairement. Un gros pick-up, un avec gros Donald SUV. Trump, ça risque pas de changer les choses parce qu'il parle de frais de douane plus élevés entre l'Europe et les États-Unis. Ouais. Alors, il y a une usine, en fait, à Chattanooga, alors, je ne sais Mais pas, même pour Michigan, les je crois. équipementiers, etc. C'est un vrai risque. sujet. Ouais, c'est ça. Mais toujours est-il qu'en tout cas, là, les Américains en auront en 2027. Et donc, 2027, ça fait qu'ils auront l'interface. Elle est pas Rivian. mal. Ouais. Voilà. Elle est pas mal. Et surtout que, en effet, normalement, je vais répéter ce que tu as dit, donc ça sert à rien. Mais je t'en prie. En effet, quand Scoot, a annoncé la voiture, on a pu voir l'infotainment, c'était un peu un mode démo, je pense, mais ça ressemblait quand même beaucoup à Rivian. Ça n'avait rien à voir avec du Volkswagen, quoi. Donc en effet, c'est sûr que ça sera du Ouais. Rivian et heureusement, j'ai envie de dire, quoi. Donc voilà. Ok. Donc, quelques raisons d'espérer, mais les prochains mois vont quand même être Ça va compliqués être pour Volkswagen. intéressant. Mais en vrai, on De croise point les de vue. doigts. On croise les doigts parce que ça serait un naufrage industriel, économique, tous les salariés qu'il y a, je sais Mais même oui, pas combien il y a. eh de ben, salariés chez c'est, Volkswagen. ne serait-ce qu'en Allemagne, le groupe Volkswagen, c'est 300 000 personnes. Ah ouais, ok. La marque Volkswagen, c'est 120 000, et ça compte pas les fournisseurs, les prestataires, les sous-traitants. Et le pire, c'est que je Ouais. crois que, par exemple, Volkswagen était contre l'augmentation des frais de douane. Ouais, bah ouais, ça leur Eh, pose pour la problème en Chine, hein, clairement. pour la Chine. Ouais, exactement. Ça va pas les aider. Ouais, non. Ok. Voilà. Ah, merci JB. Mais je t'en prie. Et ça fait une transition toute trouvée qui n'est pas du tout une transition parce que toi, Ulrich, tu veux nous parler que de l'Europe. Je vais parler de voiture. Voilà, mais c'est un peu pareil. Tu vas parler de voiture, c'est bien. Non, Ulrich, t'as un sujet sur l'Europe au sens large qui Ouais. boude les voitures électriques françaises, puisque tu as fait un constat un peu désolant, c'est que les voitures électriques françaises, Peugeot, Renault, etc., ont du mal à se vendre en Europe alors qu'elles cartonnent en France. Ouais, bah, alors je vais vous poser juste une petite question. C'est quoi la voiture la plus vendue en Europe? Électrique. Je crois que Depuis je entre janvier et septembre. Immatriculée. Immatriculée. C'est Modèle laquelle? Y, je dirais, moi. Ouais, c'est le modèle Y. ouais, c'est ça, ouais. Mm. 155 219 voilà, exemplaires. En France aussi, elle se vend bien, puisqu'on en a vendu 19 410, enfin, immatriculées. Donc elle est top 2 en France. Ok. Et c'est quoi la voiture la plus vendue en France depuis entre janvier et septembre, enfin la plus immatriculée? C'est la 208. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est la 208. Et la Fallait 208, elle est... Alors ça, c'est ça c'est là où le bas Mais blesse. c'est auprès des particuliers. C'est tout confondu. Tout confondu. Ah oui, voilà. semble. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, hein, parce que des particuliers. Et donc la 208, elle est à la 16e place en Un Europe. peu de leasing social aussi, quand même. Ouais. Après, c'est les ventes 100% électriques. Hein. C'est Ouais, pas. 100% électrique. Sinon, Oui, je pense qu'effectivement, la Clio est devant. Ouais. Ouais. Donc la 208, elle est à la 16e place en Europe. Et c'est Ah ouais. pas le seul exemple, parce que, y compris sur la Mégane E-Tech, qui est quand même une des belles ventes en France, il s'avère que plus d'une Mégane sur deux est vendue en France, en Europe. Ah, c'est fou. Ok. Ouais. Et en fait, on voit que globalement, l'Europe snob les voitures françaises. Bah, est-ce qu'on peut avoir en régie parce qu'on a fait un petit tableau qui montre assez, Voilà. assez bien ça. Et en fait, c'est Je me suis hallucinant. amusé à calculer les ratios. Voilà. C'est-à-dire, Ah, bah, c'est totalement les fou. ventes en effet. Europe, les ventes en France, Ouais. plutôt les immatriculations pour être exact, Ouais. mais bon, ça marche aussi. Et regardez ça, la Fiat 500e qui est de Stellantis, c'est un peu aussi vrai. Hein. La Peugeot i208 de Stellantis, Ah, c'est fou. À la 70%, Mégane ouais. électrique. Mais on aurait pu prendre des exemples différents parce que, par exemple, là où j'étais étonné, la 3e voiture la plus immatriculée en Europe entre janvier et septembre, à votre avis, c'est laquelle? En Europe, C'est le X30. c'est le X30. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est un qui carton. est Ouais. tout en bas des classements en France. Mm. Elle a bien performé. Attends, qui est devant Tesla? Non. En Europe, c'est modèle Y, modèle 3, Ah oui. EX30. D'accord, ok. Et le X30, je la vois même pas dans le top 20 en France. Ouais. Et ça, voilà, on pourra regarder le classement en détail. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de voitures allemandes ou pseudo-allemandes comme Skoda, les Audi, qui sont dans ou Volkswagen, qui sont dans le classement très haut dans le classement européen, mais qui ne sont pas très haut en France. En France, on va plutôt retrouver de la Renault Twingo, par exemple, qui n'apparaît même pas dans le top 20 en Europe, Ok. et qui pourtant est 5e en France. Et en fait, la Peugeot 2008, qui est 7e en France, et qui n'apparaît même pas dans le top 20 en Europe. Donc on estime du coup que, en prenant les chiffres, plus de 50%, donc une voiture, au moins une 2008 sur 2, est vendue en France, voire même plus en vrai. Ok, franco-français. Et du coup, est-ce qu'il y a des raisons qui pourraient expliquer ce choix C'est compliqué, on peut en parler, on peut en débattre. Ouais. Moi, ma raison, je trouve que la raison, c'est que on a des constructeurs français qui s'intéressent assez peu au segment premium. Et que finalement, aujourd'hui, les voitures électriques vendues en Europe sont voilà, beaucoup du segment premium, peu sur les citadines.
Il y a aussi peut-être un phénomène franco-français. C'est surtout ça, je pense. Ah Ça a ouais. toujours été. Ça a toujours été. Ah, ça a toujours été. Parce que je veux Maxime, dire, moi, vas-y, j'ai si travaillé t'as- 10 ans à l'autojournal entre 2002 et 2012. Ouais. Si on faisait une couverture avec une Peugeot, ça se vendait 10 fois mieux que si on faisait une couverture avec une voiture étrangère, même si c'était une Volkswagen. Ok. Donc il y a une vraie consommation nationaliste en France. Mais en même temps, on retrouve cet esprit dans la plupart des pays où il y a un constructeur national. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que Volkswagen avait racheté Seat en Espagne. Et on retrouve, il y a les ventes de Seat, ça c'est en Espagne. Mais on pourrait Pas expliquer ailleurs. qu'il y ait plus de ventes en France, mais qu'est-ce qui explique cette énorme différence, quoi? Non, mais parce qu'il y a déjà il y a du marketing, hein, il y a de la publicité, et puis il y a la volonté d'acheter français, même si aujourd'hui beaucoup de voitures sont fabriquées à l'étranger, mais le fait que ce soit une marque française, en plus il y a forcément quelqu'un dans la famille qui travaille chez un distributeur, donc ça crée, je veux dire, un lien quasiment, on va dire. Il y a de l'affect, ouais. Voilà, Non, parce il y que a- si on il y a n'est pas un en côté Allemagne ou en France, affectif, je cherche le mot, on mais- vit en Belgique, on vit en Espagne, on vit en Italie. Alors en Belgique, non, parce que comme ils n'ont jamais eu de constructeurs nationaux, pour le coup, ils Ouais. ont tendance Bah justement, ils vont moins aller Ils achètent vers, de la Mazda. ouais. Par exemple, les Mazda ne se sont jamais vendus en France. Ils vont aller moins Elles se vers les... vendent très bien en Belgique et en Allemagne, par exemple. Alors, en Allemagne, ils ont des constructeurs nationaux aussi, mais ils sont plus ouverts. Mais le français a, et même l'espagnol, a un comportement d'achat nationaliste, disons-le. Mais ça, limite, ça peut se comprendre, tu vois, qu'en France, Ouais. t'achètes du Renault, du Peugeot, Ouais, ça, en c'est Espagne, t'achètes comprendre. du Seat, mais à l'inverse, pourquoi en Allemagne, ils achètent pas du Renault, alors que nous, en France, on achète du BM, du Mercedes, tu vois, t'as l'impression que ça fait pas rêver, peut-être, Ouais. ce Renault et Peugeot? Mais les Français ont jamais été, historiquement, les Français n'ont jamais été performants dans le premium. Jamais. Je veux dire, la seule voiture premium qui vient dans la tête des Français, c'est la DS. C'était pas non plus des énormes volumes. Et aujourd'hui, ça fait un carton auprès des architectes en collection. Mais soyons clairs, c'est pas une voiture de masse, vous voyez. Et il y a eu dans les années 60, il y a eu Facel Vega qui a essayé de faire voilà des voitures très haut de gamme, mais c'était les moteurs américains. Pourquoi les Français n'ont jamais été capables de faire des moteurs haut de gamme? On n'a jamais fait il y a eu un 6 cylindres Peugeot, mais bon, c'était quand même pas la fête. Donc à un moment, faut quand même être conscient de ce qu'on est. On est les meilleurs, certainement les meilleurs producteurs de voitures populaires dans l'histoire. Si on regarde la 4L, la 2 chevaux, et c'est ça qu'on attend dans l'électrique. Si on veut que le marché de l'électrique se lance, il nous faut une vraie voiture populaire. Et on parlait de Volkswagen, la meilleure Volkswagen électrique pour moi en tant qu'essayeur, c'est la Volkswagen Up. La première qui est sortie. C'est l'une de. Et je conseille à tous ceux qui nous écoutent et qui cherchent à rouler pour pas cher en électrique d'aller voir d'occasion les Up d'occasion, l'équivalent chez Seat et Skoda, puisqu'elle a été déclinée. Et là, pour 13-15 000 euros aujourd'hui, ce qui reste cher pour une petite voiture, mais quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pour moins de 15 000 euros, vous pouvez avoir une petite voiture électrique. Alors, ça reste une seconde voiture, c'est pas des grosses autonomies. Sur les premiers modèles, on n'avait pas on n'avait pas de vitesse de charge rapide, mais je dirais que en tant que deuxième voiture, c'est quand même beaucoup plus cohérent comme produit qu'une R5, qui est une voiture formidable, mais qui très clairement, il faut le dire, elle est 10 000 euros trop chère la voiture. Quand je dis ça aux gens de chez Renault, ils me regardent avec des yeux ronds en me disant ouais, on a mis beaucoup de choses dedans, on a fait beaucoup d'efforts, etc. Puis ils achètent évidemment leurs cellules auprès des Chinois. Il est là le problème. Et aujourd'hui, les Européens ne sont pas capables de fabriquer des batteries. C'est-à-dire que toutes les grosses usines de batteries qu'on a commencé à faire à la hâte, personne n'en veut de ces batteries. Elles sont pas fiables. Donc, je pense qu'il faut savoir être conscient qu'on est avant tout bon pour faire des petites voitures populaires pas chères. Si on est capable de vendre des Dacia Logan qui ont 2 étoiles Euro NCAP, ou même on a fait des Dacia, quand la Dacia thermique est sortie, les premières Dacia, en termes de sécurité active et passive, elles étaient en dessous des normes. Ouais, clairement, ouais. Mais on peut se permettre aujourd'hui, vu les limitations de vitesse, etc., d'alléger les véhicules, et quitte à perdre un peu en sécurité active ou passive, pour avoir enfin un véhicule populaire et peu coûteux, parce que l'électrique, c'est quand même ce qu'il y a de moins coûteux pour se déplacer, il faut le rappeler, à condition de se brancher chez soi et de ne pas payer 90 centimes d'euros. Mais c'est une erreur. J'ai eu mon confrère au téléphone d'M6 Turbo, et c'est bien une erreur de confusion de 6 et de 9. Ah non, ça va pas plus loin simple que ça. Ah, c'est ça. Bien sûr. Et moi, il m'avait appelé avant en me disant c'est quoi le prix max, etc. Parce que, en fait, comme d'habitude, ils ont dû faire le reportage très vite. Ça s'est décidé rapidement. Donc, ils ont travaillé vite, mais ils ont essayé de bien faire les choses. Mais quand on travaille vite en vidéo, en caméra pour la télé, c'est quand même des conditions particulières. Pour l'avoir fait, c'est pas évident. Il y a du staff, il y a de l'inertie, etc. Et en effet, au moment où ils ont fait le calcul à 90 parce qu'ils se sont dit, en fait, c'était 60.
qui avait été retenu et au moment où il y a eu cette petite erreur et donc derrière il a fait un mea culpa donc bon je veux dire ouais, ce qu'on disait faut t'avoir à moitié marré, mais là honnêtement c'est pas pour défendre mon confrère de M6 Turbo, mais honnêtement ça n'a rien à voir avec le complot politico magouillon. Il y a vraiment pas de volonté, il y a pas eu en tout cas dans ce cadre là, je sais pas pour TF1, j'ai pas les coulisses. Mais que les erreurs se sont pas mal multipliées cette année. Mais pour M6 en tout cas c'est vraiment une petite erreur bête qui a pris un écho délirant, parce que forcément sur une chaîne publique à 16 heures d'audience, etc., on n'a pas le droit de faire d'erreurs. Historique qui est beaucoup regardée. Voilà, c'est ça. Donc, mais cela dit, à leur décharge, on peut arriver à 75 centimes d'euros. Si on n'a pas d'abonnement, etc. Moi, j'ai des relevés de ChargeMap avec des commissions, etc. Une carte ChargeMap, vous pouvez des fois vous retrouver avec du 70-75 centimes d'euros sur autoroute, sur une charge rapide. Et si votre voiture consomme du 25 ou de 27 kWh, ce qui est le cas de ma MG4, ça peut vous coûter plus cher qu'un thermique. Il faut bien choisir ses bords. C'est possible. Si vous faites 4 arrêts ou 4 ou 5 arrêts avec du 25 ou du 27 kWh, ça peut coûter plus cher qu'un hybride qui fait du 7 ou 8 litres. Attention à bien choisir ses bords. Mais attention là, on part. Tout ça pour dire qu'effectivement, les deux raisons qui sortent de notre discussion, c'est que la première, c'est vrai que les Français achètent français. Et la deuxième, c'est que les marques françaises ne sont pas sur le segment premium. Là où se positionnent très bien les marques allemandes, entre autres. Voilà. Ok, Ulrich, merci pour ça. Je pense qu'on va pouvoir passer à la suite, ce qui est ton interview, Maxime. Avant tout, restez juste avec nous jusqu'à la fin, puisque on aura quand même le fameux jeu top ou flop. Tout le monde va participer, y compris vous dans le chat. Écoutez, je vous propose de lancer le petit jingle. Alors, Maxime, tu n'as pas eu le temps vraiment de te présenter tout à l'heure, puisque la RATP ne t'a pas laissé arriver à temps. Ça fait plus de 20 ans que tu es journaliste essayeur automobile. Si tu te présentais en quelques mots, quelques minutes juste avant de te lancer une interview, puisque j'ai tout un tas de questions à te poser. Oui, alors donc Maxime Fontanier, j'ai commencé dans la presse automobile en 2002. Je suis resté 10 ans à l'autojournal comme essayeur rédacteur automobile. Après, j'étais indépendant pendant 1 an ou 2, où j'ai fait un petit peu de télé, Direct Auto, etc. L'Argus, j'ai beaucoup travaillé pour l'Argus. Ensuite, j'ai fait Automoto, où là, je me suis occupé de la rubrique moto pendant 8 ans. Depuis, je suis indépendant. Donc, j'ai ma chaîne YouTube à mon nom, Maxime Fontanier, ou Max Reportage, comme on veut. Et je collabore beaucoup avec Automobile Propre pour les essais de véhicules électriques. Et je suis aussi un fidèle lecteur de Frandroid et de Numérama. Je regarde les vidéos de Vincent et ça m'agace parce qu'aujourd'hui elles sont vraiment très très bonnes. Et je lis aussi beaucoup les papiers de Numérama, de Raphaël, de Raphaël qui sont, je trouve, vraiment très exceptionnels. Mais on est d'accord. Sache que tes vidéos sur Automobile Propre sont vraiment top, et je pense que c'est l'une des parce que j'ai acheté 2 voitures électriques, ça fait 4 ans maintenant, et je pense que j'ai dû regarder tout un tas de tes vidéos pour me tenir au courant, informé et tout, avant de revenir chez Frandroid pour parler de voitures électriques. Donc, voilà, et c'est vrai que tu es devenu un des spécialistes VE sur YouTube, entre autres. Alors qu'à la base, je suis pas spécialiste. C'est ça qui était un des rares qui a fait ce switch. Je suis pas spécialiste VE, mais je suis pas surpris aujourd'hui que les meilleurs, parmi les meilleures vidéos d'essais de voitures électriques, ce soit la presse tech qui la fasse, puisque c'est logique. Parce que techniquement, une voiture électrique est beaucoup plus proche d'un smartphone et d'un ordinateur qu'une voiture traditionnelle. Exactement. Écoutez, merci Maxime pour cette petite présentation, et on va passer à une interview puisqu'on a la chance de t'avoir avec plus de 20 ans d'expérience dans le milieu, et je suis sûr que tu as tout un tas d'anecdotes à nous raconter, de choses croustillantes ou pas, d'ailleurs ça peut être drôle, pas drôle ou autre à voir. Ma première question, c'est quelle est ta toute première expérience avec une voiture électrique? Qu'est-ce que tu en as pensé? Comment ça s'est passé? Voilà, raconte-nous. Alors ma toute première expérience en voiture électrique, c'était le Tesla Roadster. Quand il est arrivé, et donc c'était en France, c'était 2008 ou 2009, je sais plus exactement, je crois que c'était 2008 l'arrivée en France, mais j'ai dû l'essayer au mi-2008 pour l'autojournal. Donc je faisais un article et j'ai eu la chance de pouvoir conduire la voiture aussi bien en ville, etc., mais aussi sur le circuit de Montlhéry. Et donc là, ça a été un choc, parce que la voiture était vraiment quand même très efficace, et
très rapidement après, j'avais essayé la Mitsubishi i-MiEV. Ah oui. Qui est arrivé à peu près dans les mêmes eaux. Et donc, d'un côté, il y avait une expérience qui était vraiment exceptionnelle, avec un véhicule hyper performant, qui pouvait faire ses 200 km d'autonomie sans se priver. Et de l'autre côté, ce qui à l'époque était inédit, ouais. Et en face, on avait l'i-MiEV qui avait je crois qu'elle avait quand même du CHAdeMO, hein, il y avait 50 kW en CHAdeMO, ouais. Connecteur de charge japonais. Rapide, mais japonaise, donc on ne trouvait pas d'adaptateur en France. Et donc voilà, mes premières expériences c'était ça. Donc dès le départ, j'ai vu que Tesla quand même était largement au-dessus d'un norme, même s'il s'agissait encore, on va dire, d'une voiture en petite série sur une base de Lotus qui était très mal équilibrée pour le coup par rapport à une Lotus, parce que sur circuit vous aviez l'impression qu'un mur vous poussait avec les batteries dans le dos, quoi. Et puis les freins avec les petits trous étaient pas du tout adaptés au poids des batteries. C'était une Lotus bricolée, quoi. C'était une Lotus qui marchait mieux qu'une Lotus en ligne droite, mais beaucoup moins bien qu'une Lotus en virage. Et quand on regarde moi je suis amusé à regarder les caractéristiques de la voiture. Avec l'autonomie était très faible et tout, elle était vraiment. C'était pas mal quand même. Ouais, pour les kilomètres, ouais. Ils ont fait après des mises à jour, des gens qui avaient acheté la première, on pouvait changer la batterie et tout, mais. Ouais, et c'est quand même pas mal. Hein, déjà, il y a deux choses, c'est que pour l'époque, 200 km, une voiture électrique, c'était du jamais vu. Ouais, c'est vrai. Et la deuxième, c'était encore une fois, c'est une voiture qui était bricolée. Hein. Ils prenaient la base d'une Lotus, donc qui est un petit roadster anglais. Ils mettaient des batteries un peu comme ils pouvaient, machin, et ça faisait une voiture. Enfin, c'était avec un tableau de bord un peu refait. Ouais, ça. Ils mettaient un écran tactile un peu dégueu, et voilà. Et ce qu'on voyait à l'écran là, c'était la Tesla Roadster, la nouvelle ou la future pour nous. La prochaine. Ouais, voilà. Est-ce qu'elle existera un jour? Elle est bon. Là, ça sera pas du bricolage, quoi. Bref. Ok, merci. Deuxième question. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter un peu folle que tu as vécu lors d'un essai? Pas besoin de citer une marque forcément, mais tu vois quelque chose qui t'a vraiment marqué. Vraiment marqué sur un essai. Justement, sur cet essai Tesla Roadster, on faisait les photos sur les quais de Seine à Paris. Et là, il y a les policiers qui sont venus, qui ont regardé la voiture, qu'est-ce que vous faites là, etc. Alors à l'époque, on n'était pas... Enfin, c'était plus simple, on va dire, de discuter, de faire des images sur les quais qu'aujourd'hui, on va dire. Mais je montre la voiture et je fais monter une policière à côté de moi et je me fais une Axel, un 0 à 100 sur les quais avec elle à côté. Elle était complètement scotchée parce que ça poussait... aucune voiture poussait autant à cette époque-là. Sans un bruit. Et sans un bruit. Et en plus, à un endroit où c'était limité à 50. Et j'ai fait un petit 0 à 100 quand même, quoi. Et j'avais eu l'occasion... Non, ce qu'on ne recommande pas. mais bon, j'ai gardé mon permis quand même. Et j'avais eu l'occasion de le faire aussi avec une M5 V10. Donc, autre voiture, autre contexte, mais pareil, nos amis policiers aiment l'automobile, je peux vous le dire, parce que quand vous prenez 200 au lieu de 80 avec le policier à côté, je dirais pas où c'était, ni la plaque, mais il y a quelques tolérances qui peuvent s'effectuer. Ok. En 20 ans de métier, est-ce que tu as déjà rencontré une voiture qui t'a vraiment ému, limite t'as pu pleurer, verser une petite larme, un cri de joie, je sais pas, quelque chose qui t'a marqué à vie, quoi? Alors il y en a 3 en fait. Il y en a 3 qui m'ont vraiment ému. C'est-à-dire on a des frissons quand on monte dans la voiture, etc. La première fois, c'est la première fois que j'ai essayé une Ferrari à Maranello. C'était à l'époque, c'était la 360 Modena Challenge. Ouais. Déjà une version préparée d'une Ferrari, déjà c'est incroyable, et surtout à Maranello. Ouais. Là on avait déjeuné avec Jean Todt, il y avait Schumacher qui tournait avec sa Formule 1 à 5 mètres dans le jardin, quoi. On était dans le jardin de Fiorano et on mangeait au bord du circuit et Schumacher qui tournait. C'était juste surréaliste. J'avais l'impression d'être dans un rêve, quoi. J'étais à la télé. Ça, c'était marrant. Et ça m'a ému. Après, la grosse émotion, c'est la première fois que j'ai essayé une modèle S. Parce que là, je touchais du doigt une révolution automobile, quoi. C'est-à-dire, c'est comme le gars qui a essayé, pour le coup, on parlait de la DS tout à l'heure, celui qui a essayé la DS dans les années 50. Et donc, là, on voit en image, en fait, j'ai fait le premier Marseille-Paris en voiture électrique. Wow. Alors, j'avais pas d'huissier, mais je pense que c'est un record historique, parce que personne, je pense, n'avait fait Alors, on l'a fait en une journée complète, mais en partant le matin, en arrivant assez tard le soir. Le propriétaire, James Morley, qui avait pris sa voiture, qui est un des premiers propriétaires de Tesla, a dormi à Porte de Versailles sur la première borne Nissan avec un adaptateur CHAdeMO, qu'il avait pour sa... Et on a attendu 3 ou 4 heures à Lyon,
À Lyon, il y avait un centre de recherche où ils avaient des bornes électriques qui chargeaient et on a dû ça attendre 3 ou 4 heures. L'aventure. Et on a roulé à 90 sans clim et on est arrivé à 0 à la borne, Nissan. Oui, parce qu'il n'y avait pas de superchargeur à l'époque, en fait. C'est ça qu'il faut préciser. Mais je disais dans la vidéo que des superchargeurs allaient arriver, etc. Mais quand le sujet est sorti, les gens ont vu ça, ils ont dit c'est complètement farfelu. À quoi ça sert d'acheter une voiture à 100 000 euros qui pour rouler à 90, voilà. Mais l'idée c'était de dire là, on est sur un produit vraiment en avance et ça va révolutionner le marché. Et quand je disais ça à l'époque, je peux vous garantir qu'on se moquait de moi, surtout dans ma profession. Et ça a duré longtemps. Hein. C'est-à-dire qu'on a arrêté de se moquer de moi à partir du moment où la Model 3 est sortie. Ça, je m'en souviens très bien parce qu'on était amis sur Facebook déjà à l'époque et tu étais le premier à faire des posts en disant là, il y a un truc qui se passe avec Tesla. Et c'était un bash, mais c'était vraiment tout le monde dans les commentaires. Amis à chaque fois. Et encore aujourd'hui, on dit que t'es pro-Tesla. Mais non, je suis pas pro-Tesla. Je veux dire, moi, je suis pro-efficacité et prix équipement. C'est ça. En fait, tu deviens pro-Tesla quand t'as testé une Tesla, c'est ça? Ouais, non, mais en tant que journaliste, ce que je veux dire, c'est que tu te dois pas d'être trop passionné. Tu dois être objectif. Donc moi, quand j'achète une MG4, c'est pas par passion, c'est parce que je suis utilisateur. En rapport prix-prestation usage, j'ai pas trouvé mieux. J'ai acheté ça d'occasion, j'ai pas trouvé mieux. Ouais, mais tu es sorti de l'essai d'ailleurs de la MG4. Et tu ouais, j'ai fait l'essai. C'est une voiture qui m'intéresse dans la vidéo. Ouais, quand je l'ai essayé, j'étais surpris. Tu l'as dit spontanément, quoi. Bah, je l'ai dit spontanément parce que là, ce qui m'a surpris sur la MG4, en fait, c'est son châssis. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand j'essayais des voitures chinoises, c'était pas toujours très bien amorti et même en direction, etc. C'était pas hyper calibré, on va dire, pour les exigences des Européens. Et là, on avait une voiture. D'ailleurs, tu sais pourquoi, personnellement, et je pense que c'est aussi le cas de Vincent, on n'achètera jamais de MG4 parce que l'infodivertissement n'est pas au niveau, quoi. Ah oui, là, non mais tu vois, c'est là la différence entre un tech et un essayeur. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît dans la MG4, c'est le châssis, le moteur. Moi, ça m'a beaucoup plu, mais mais l'infotainment, c'est une catastrophe. Mais d'accord. Et d'ailleurs, question. Et pour moi, c'était un no-go du coup. Moi, c'était un no-go. Mais ça me permet de me concentrer sur la route et puis j'ai mon Apple CarPlay. Voilà. Et quelle voiture tu aimerais faire découvrir une voiture électrique à quelqu'un qui n'a jamais testé la voiture électrique, tu vois? Alors j'ai fait une vidéo pareille, c'est pas pour faire ma promo, mais j'ai fait une vidéo où j'ai fait essayer un de mes voisins qui a 86 ans. Normalement, je dois pas donner son âge. Et je lui ai fait essayer une Tesla Model Y propulsion. Pourquoi ? Parce que c'est la voiture la plus vendue, on en a parlé. Et il connaissait pas du tout. Il roule avec un Capture. Il a pas prévu de passer à l'électrique, etc. Et donc, je lui ai fait essayer. Donc, la vidéo est sympa. Parce que c'est vraiment... Et puis, j'ai fait ça sur le vif, hein, vraiment. T'as dit 86 ans ? Ouais. 86 ans et on le voit à l'écran. Voilà, vous avez mais j'ai vu cette vidéo, mais beaucoup de gens l'ont vu. Ça a bien marché, mais parce que c'est authentique et puis personne ne triche, quoi. Enfin, c'est pris sur le vif et alors ça il a aimé. Il en a pensé quoi ? Il a trouvé ça bluffant. Après, comme la majorité, on va dire, des gens à qui on parle électrique qui connaissent pas, il dit et l'autonomie. Et quand je lui donne l'autonomie, il dit avec ma Capture je fais mieux. Même si on a un bon rendement énergétique. Mais encore une fois, l'autonomie n'est un problème que quand on n'a pas les infrastructures. Exactement. Je veux dire, les motos, elles font pas plus de 200 bornes et ça gêne personne. Et justement, tu vois, tu parles d'infrastructure. Pour toi, c'est quoi tes prédictions sur la voiture dans les 20 ans à venir ? Pas forcément infrastructure, mais j'imagine que c'est une partie de la réponse peut-être. Dans les 20 ans à venir, je pense qu'il faut regarder Xpeng. Xpeng, c'est une bonne idée de ce qu'on aura dans 20 ans à venir, c'est-à-dire des voitures volantes. Enfin, des drones, en fait, finalement. Tu crois aux voitures volantes ? Des drones. Alors, c'est pas la voiture qui va se déplacer. Je crois pas à la voiture qui déploie ses ailes et qui décolle. Je pense qu'il y aura du Cybercab d'un côté, comme l'a montré Elon Musk, même si les prédictions d'Elon Musk en termes de temps, je rajouterais 5 ou 10 ans, comme toujours. C'est vrai. Mais c'est pas sûr que ça vienne de lui. Et là-dessus, peut-être, oui, mais c'est pas sûr, non, c'est vrai. C'est moins sûr depuis qu'il s'est mis à faire de la politique, c'est toujours dangereux. Mais bon, moi, je vois bien des cybercabs et des drones, en fait, le transport. Le Cybercab, c'est le taxi 100% autonome qui était présenté par Tesla. Des véhicules 100% autonomes qui vont arriver, à mon avis, plus vite qu'on ne le croit. Il croit beaucoup, du coup, aux drones volants. Les petits hélicoptères. Les petits drones, j'y crois. Après, il va falloir encadrer le trafic, etc. Parce que l'espace aérien, c'est pareil. Parce qu'on couvre beaucoup de salons tech et on les voit, nous, depuis longtemps. Au CES, entre autres. C'est vrai que c'est impressionnant. Quand on est à côté, on a l'impression que c'est des petits vaisseaux spatiaux. Mais... Là, on le voit, c'est effectivement ce que vient de lancer Xpeng. Donc, c'est une espèce de pick-up qui fait base du drone, donc qui se recharge, tout ça.
Et quand tu veux décoller, tu prends ton drone et tu que tu peux acheter ce modèle. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense qu'on n'achètera plus son véhicule. C'est-à-dire que si on achète un véhicule, comme l'a dit Elon Musk, celui qui va acheter un véhicule sera pour le louer. C'est-à-dire qu'au lieu de garer la voiture et la laisser ne rien faire, elle roulera tout le temps la voiture pour aller déplacer d'autres individus. Ça sera un actif. Et d'ailleurs, ça, je pense que ça va déplaire à beaucoup de gens. Est-ce que toi, tu te vois dans la phrase, l'affirmation, la voiture c'était mieux avant, puisqu'en effet tu dis, bah là on sera dépossédé de sa voiture, ça sera un peu une location ou autre, quoi, ou un autopartage, un partage. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation que c'était mieux avant ? Bah moi, je serais partie des vieux qui regretteront d'avoir moins de liberté. C'est toujours ça. Si on regarde les années 70, aujourd'hui, on vous dit, dans les années 70, on était plus libre, mais on mourait à 20 ans en voiture. Donc moi, je fais partie des gens qui regretteront, oui, en effet, de ne plus pouvoir être maître complètement de ses déplacements, d'être tout le temps pisté, mais à côté de ça, on me dira, oui, mais t'es parfaitement en sécurité, tu peux revenir à 2h du matin, ivre-mort chez toi, je conseille à personne de rentrer chez lui ivre-mort, mais vous m'avez compris, sans poser de problème à autrui. En fait, donc on va vers un modèle chinois, tout simplement, puisque le nouvel empire c'est la Chine. Donc si on veut voir le futur, faut regarder là-bas. Je crois que vous y êtes allé d'ailleurs. Vous avez dû voir le futur. Moi, je connais pas. Pour le moment, il y a pas plus à même de répondre que moi sur la voiture du futur. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de voitures qui se conduisent tout seul, mais on en a testé. Ah, une de Huawei. On parle aussi. On était ensemble. Et je vous invite dans le chat, si la question vous intéresse, des voitures autonomes. On a testé la Huawei autonome à Shenzhen et on en a parlé il y a un mois, je crois, dans une émission sur Volté. Et on a montré des vidéos, c'était cool. Une claque. Et surtout en Chine, parce qu'ils ont une conduite hyper agressive. Et la voiture, elle était agressive aussi. Donc c'est vous qui devez me parler de futur. C'est pas moi. Non, mais c'est hyper intéressant ta réflexion. C'est vrai que moi, je trouve que l'argument numéro 1 que tu as mis en avant, c'est sauver des vies. Parce que moi, je trouve que c'est dommage que quand tu prends, que ça soit un loisir, une façon de se déplacer, et que tu mettes en péril la vie d'autres. Bah, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Bah, je trouve ça quand même dommage. Et donc, je trouverais ça cool qu'on réduise ça à 0, quoi. Comme l'objectif de Volvo. On réduira à 0 de toute façon. On a déjà réduit énormément en termes d'accidentologie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus bas. La courbe Donc, on va vers de plus en plus de sécurité, mais, entre guillemets, ça se fait au détriment de la liberté. Mais il ne faut pas que la liberté porte atteinte à celle des autres. Donc voilà, la liberté de faire du bruit, par exemple. Propriété. Voilà. Mais justement, Maxime, on a encore... Alors, on va inaugurer avec toi une nouvelle rubrique qui s'appelle comment d'ailleurs ? Je me souviens même plus. En tête à queue, oui, voilà. C'était écrit en plus en grand sur mon écran. On ne l'a jamais fait. En gros, le principe, je te l'explique, c'est je vais poser toute une série de questions. On a à peu près une dizaine. Et l'idée, c'est que tu répondes vraiment du tac au tac, sans vraiment justifier ta réponse, avec la réponse la plus courte possible. La rubrique dure 2 minutes, il y a 10 questions, donc voilà, t'as compris, ça va être très rapide. L'idée, c'est un peu mieux de te connaître un peu mieux, de connaître tes positions sur certaines questions. Il y a rien il y a pas de questions pièges, hein, rassure-toi, c'est voilà. Est-ce que tu es prêt ? Allez. Je prends ma petite fiche que m'a préparée Greg. Allez, on commence. Première question, la conduite autonome, rêve ou cauchemar ? Bah, rêve. Je suis d'accord. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui hésite encore à acheter une voiture électrique ? Il faut avoir une borne à domicile. Il faut pouvoir se brancher chez soi pour acheter un véhicule électrique. Si tu pouvais inventer une option complètement décalée pour une voiture, ça serait quoi ? C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Faire des proutes. Ça existe déjà. Mais ok, je l'accepte. Une marque automobile qui, selon toi, n'aurait jamais dû exister ? Ce serait facile de répondre. C'est compliqué. Une marque qui n'aurait jamais dû exister. Ça peut être une marque qui n'existe plus aussi. Hein. C'est compliqué là. Qui n'aurait jamais dû exister. J'ai un trou parce que en fait c'est méchant si c'est une marque qui est déjà électrique et puis c'est pas justifié. T'as le droit des jokers. Mais alors Joker. Allez, Joker. Moi je réponds à ta place, j'aurais dit Fisker. Mais en même temps, il faut tenter les choses. Tu vois, j'ai pensé tout de suite. Moi, j'aurais dit facile. Moi, j'aurais dit Hummer. Facile, en fait. Hummer. Allez, la réponse c'est. Hummer, oui, voilà, c'est une bonne. Allez, c'est pour la réponse. Je prends sa réponse. Je dis Hummer. À contre-sens des valeurs. Hummer. Ton modèle préféré que tu n'oses pas avouer aimer.
La M5 V10 non, mais j'ose avouer, en fait, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que j'ai aucune gêne. Allez, je vais dire une Mustang 5 litres boîte manuelle. Et qui m'a procuré la petite larme aussi, comme la Ferrari Modena. Ok, c'était la troisième, d'accord. Dans une autre vie, tu es une voiture, laquelle ? C'est dur comme question. Alors maintenant, j'espère être une Tesla Model 3 Performance. Voilà. La référence du marché. J'adore. Si les voitures pouvaient parler, laquelle te raconterait les histoires les plus folles ? La 911. La 911, elle a des choses à dire. Y a-t-il une odeur de voiture thermique qui te manque ? Ça peut être l'intérieur, le cuir, c'est pas forcément le moteur. Oui, c'est vrai, l'odeur mais ça me manque pas. Ouais, les Porsche 911 aussi. Elles ont une odeur qu'on a moins maintenant parce qu'on enlève les sièges en cuir traditionnels pour mettre du alors le cuir traditionnel, mais c'est pas bon pour les animaux, c'est pas bon pour la planète, donc c'est des odeurs, c'est comme l'huile et l'essence. C'est des odeurs qui nous parlent mais qui sont mauvaises en fait. La petite Madeleine, mais la Madeleine toxique. C'est la Madeleine, mais la Madeleine elle est toxique, on le sait aujourd'hui avec le sucre. C'est vrai. Si tu pouvais rouler éternellement sur une seule route, laquelle ce serait ? Je dirais une route des Alpes, un col des Alpes, un col alpin. Okay. Mais bon, la Corse aussi, je pourrais pas donner une départementale en particulier, mais je dirais les Alpes ou la Corse, faut qu'il y ait du relief. La Corse pas en été, par contre. sans les bouchons. Voilà. Quelle technologie de voiture te fascine le plus aujourd'hui ? C'est le rendement énergétique des moteurs à réductance variable Tesla. Personne n'arrive à faire mieux, même les Chinois n'arrivent pas à faire mieux. C'est vrai que c'est un gros point noir sur les Chinois, c'est que t'as l'impression que la conso ils s'en foutent quoi. Non, mais les seuls qui font des moteurs à réductance variable et qui les font en interne, c'est Tesla. Ce qu'il y a de drôle, c'est que la technologie de la réductance variable, c'est Toyota qui l'a inventée sur la Prius. Et Toyota est complètement dans les choux en électrique. Maintenant, les Japonais, attention, ne se jettent jamais. Ils n'aiment pas essuyer les plâtres et ils se jettent jamais sur les nouveautés, ils attendent qu'une technique soit fiabilisée. Et d'ailleurs, Lucid, ils n'utilisent pas ce type de techno ? Je sais pas, c'est une question... C'est vrai qu'ils font fort Lucid aussi. En termes de rendement énergétique... Ça arrive des Américains aussi. Un trait de caractère que les fans de voitures électriques partagent, selon toi ? Quel trait de caractère les fans de VE partagent le plus ? Je pense que beaucoup sont finalement comme vous, c'est-à-dire que c'est des amateurs de tech, et c'est des CSP+, puisque quand on voit le prix des voitures électriques, donc je dirais un haut niveau de vie, une attirance pour tout ce qui est informatique et nouvelles technologies. Y a-t-il eu un moment où tu as eu envie de tout arrêter dans ta carrière pro de journaliste d'essayeur ? Non, pas pour l'instant. Quand la voiture autonome va arriver, il va falloir que je me remette en question. Il y aura des choses à tester. Non, mais je ferai des essais pour Autorétro. J'irai bosser pour Autorétro. Voilà. Et je dirais, avant c'était mieux. On avait un volant. Et vous ressortirez cette émission. Et dans l'Autorétro, il y aura la Model 3. Cite-moi une voiture de film que tu aimerais tester en vrai. Ça peut être la Batmobile, tu vois, ça peut être la 406 de taxi, Oui, 406 et la 407 aussi. Oui. La Mystery Alors Machine. La 406 de taxi, je l'ai déjà essayé avec un Uber pirate. Quoi énorme. C'est vrai. Alors faut en dire pirate. Plus là. J'arrive à Roissy, un gars me dit ouais, moi je vous le fais, machin, en liquide, et on descend et la voiture est blanche, c'est une 406. Elle est vraiment dans un état pitoyable et le gars en fait sort du parking sans payer derrière une voiture. Ah ouais. Ensuite il se prend 2 flashs sur le trajet. Énorme. Il roule à 160 avec téléphone au volant. Ah oui. Et il m'a déposé sain et sauf, mais je transpirais et il fallait aller au distributeur pour le payer en liquide, bien évidemment. Okay. Donc c'était vraiment le taxi, comme dans le film. D'accord. Je l'ai vécu. Ok. Ça existe. Faut pas que ça arrive à un touriste chinois ou japonais, il va pas comprendre. Là ça va être compliqué. Ouais. Une voiture électrique qui a surpassé toutes tes attentes. Encore une fois, je reviens à Tesla, quoi. C'est toujours pareil, hein. Je veux dire, ça dépasse toutes les attentes. La première fois que j'ai essayé une Tesla Model 3 Performance, une fois j'en ai essayé une avec un confrère journaliste qui s'appelle Loïc Depaillé et qui est spécialisé dans les voitures de sport, dont le papa était pilote de Formule 1. Et lui-même, il était extrêmement surpris, parce qu'en plus il a eu l'occasion de l'essayer sur piste et tout, et avant de monter dans la voiture, il m'a dit ton grille-pain... c'était limite ça, ta machine à laver, ça va pas être marrant. Ouais.
Et en fait, il s'est rendu compte que c'était très très efficace, performant et fun à conduire surtout. Clairement. Et fun à conduire. Ce qui veut dire qu'on peut avoir du fun sans le bruit. Ouais, c'est ça. Ça devient même has-been le bruit. Quand on s'habitue à ne plus en avoir. Ok, écoute, merci Maxime. Là, je viens de te bombarder de questions. Merci. J'ai pas été du tac au tac pour tout. Mais c'était intéressant. Là, on va se poser un petit peu plus. L'idée, c'est qu'on passe sur une troisième partie de ton interview. Et en gros, on va te montrer des images qui te concernent, qu'on a été allé récupérer sur ta chaîne YouTube, sur ton Facebook, etc. Et on aimerait avoir tes réactions, voir ce que ça t'évoque. Il y a 5 images au total, avec 5 pans différents de ta carrière pro, on va dire. La première, ça date de 2013, si on peut l'afficher en régie. C'est une Jaguar Type E de 1963, série 1, je sais pas comment on dit, d'ailleurs, je suis pas très... non, série 1, c'est très bien. Ça, c'est marrant que vous ayez trouvé cette image. C'est mon premier reportage pour Max Reportage. Exactement. J'avais fait Vincennes en ancienne et j'avais filmé donc plein de voitures anciennes, donc cette magnifique Type E, en effet. C'est super. C'est ça. Et donc, en effet, l'idée, c'était que tu nous racontes rapidement tes débuts sur YouTube, tu vois, comment t'en es arrivé là. Alors, mes débuts sur YouTube, c'est pas Max Reportage, c'est une chaîne qui existe toujours et qui s'appelle Super Vroom 2. Tout attaché. Okay. Et là, vous allez trouver des trucs old school filmés en 480 qui bougent parce qu'il n'y avait pas de stabilisateur et il n'y avait pas de GoPro non plus, mais j'avais une ventouse sur laquelle je pouvais attacher mon Lumix. Donc en fait, j'avais pas inventé la GoPro, mais j'avais fait une GoPro avant l'heure, en quelque sorte. Et donc ça, j'avais commencé, j'ai dû ouvrir en 2009. Ok. En 2009, j'avais une chaîne qui s'appelait Super Vroom 2, qui existe toujours, qui est plus alimentée, mais que vous pouvez consulter. C'est assez old school quand même. Hein. Et comment tu t'es dit je vais lancer ma chaîne, qu'est-ce qui t'a décidé J'étais essayeur à l'autojournal et en fait je collaborais de temps en temps avec le site internet, mais comme j'avais commencé moi sur le web avant de rentrer à l'autojournal, j'ai fait une formation en alternance sur un site internet en fait qui faisait que des essais de voitures. Et donc j'avais déjà l'habitude de tout faire, mise en ligne, photos, etc. Donc quand je suis arrivé à l'autojournal où j'avais juste des articles à écrire, comme j'avais mon Lumix, d'ailleurs c'est un Lumix qui nous filme, c'est marrant, avec mon Lumix je me suis dit faut quand même que je prenne des bribes, des extraits de ce que je vois, parce que c'est quand même c'est top ce que je vis quoi. Donc j'ai essayé de partager ça en faisant des petits montages sur iMovie et j'ai commencé comme ça. Donc ma première vidéo ça devait être une mini sur le circuit de Majorque. Ok. J'avais fait un petit clip quoi, iMovie. Et donc j'ai commencé comme ça, mais ça n'intéressait pas l'autojournal à l'époque. Je me suis même fait virer pour ça quoi. Ah ok. Oui, parce que ceux qui étaient dans la presse écrite voyaient ça d'un mauvais œil, parce qu'ils se disaient on va nous demander de faire de la vidéo demain et c'est pas bon pour les photographes, les caméramans. Et les gars du web se disaient mais si les rédacteurs papier se mettent à faire des vidéos, nous on n'aura plus de budget. Donc en fait ce que je proposais c'était novateur, mais c'était pas intégré dans l'organigramme et ça gênait plus. Trop tôt. Et donc je me suis pris faute lourde, donc j'ai fait faute lourde parce que tu fais des vidéos sur ton temps de travail. J'ai gagné parce que je gagnais pas ma vie avec, et en plus j'avais toutes les traces qui prouvaient que je leur avais proposé pour l'exploiter. Ils avaient même exploité des images que j'avais fait pour le site internet, donc ça m'a protégé. Okay. Donc je suis retombé sur mes pattes, mais malheureusement j'ai pas pu commencer ma carrière de youtubeur à cette époque-là parce que faute de partir avec un plan de départ volontaire, je suis parti avec rien du tout et puis les frais d'avocat. Et donc je me suis mis à bosser pour la télé, pour l'Argus, et je commence à développer ma chaîne YouTube seulement maintenant, parce que maintenant on commence à avoir du sponsoring. Et jusqu'à présent c'était un peu trop tôt, parce qu'en fait il fallait nourrir l'algorithme en quantité. Et en fait l'algorithme YouTube, quand vous commencez à travailler pour lui, c'est un peu, alors là je vais te donner une référence vraiment pour les vieux. Vous allez peut-être pas savoir ce que c'est, mais le film Les Sous-doués, c'est les mecs qui cherchent à passer leur bac, qui sont nuls. C'est un vieux film. Hein. Et vu une fois il y a très longtemps. Ils trichent comme des. Ils trichent tous, et à un moment, les profs, ils leur amènent la machine à claques. Et quand ils répondent bien, ils ont une sucette. Quand ils répondent pas bien, la machine elle leur met 2 claques. Et l'algorithme YouTube, c'est la machine à claques des sous-doués. Mais moi, je veux pas travailler pour une machine à claques. Donc, je préfère travailler pour, des médias comme vous. Et là, maintenant, je commence à avoir un peu de sponsoring sur ma chaîne. Et donc, quand j'ai un sponsor, je peux faire une vidéo. Mais je fais pas de vidéo
pour alimenter l'algorithme en brut, parce que sinon, on vit plus, quoi. On a une image de toi aussi qui est plus récente, de 2023, sur une moto Honda au circuit Paul Ricard. Du coup, a priori, t'es aussi passionné de moto avant tout ou moi, je suis passionné par tout ce qui roule. Mais même le skateboard, j'adore ça, quoi. Je suis pas très bon, mais et puis en vieillissant avec une clavicule pétée en moto, forcément, on se calme. Parce que la moto, forcément, 8 ans d'essai moto pour automoto, une clavicule, je m'en sors bien. Ah ouais, c'est lors d'un essai moto. Même pas, à Paris, feu orange. Tout seul comme même un débutant n'aurait pas fait mieux, quoi. Donc, c'est toujours comme ça. Alors que j'ai eu l'occasion de faire. Mais on va dire quand on voit cette photo-là, on se dit le mec il prend des risques. Mais en fait, c'est là où on prend le moins de risques en moto. Parce que là, je suis hyper équipé. La moto, elle a des pneus, elle freine de ouf. Et si je tombe, il y a des graviers, il y a pas de poteau. Il y a pas d'autres usagers finalement. Donc entre ça et finalement un Deliveroo, le Deliveroo, il prend 1000 fois plus de risques. Complètement, ouais. Mais dans l'image, on a mis dans la tête des gens la vitesse tue. Et donc, dès qu'on voit quelque chose qui est en rapport avec la vitesse, on a peur. Alors qu'en fait, c'est les endroits où on roule le plus vite qui sont les plus safe. À 130 sur autoroute, c'est là où on roule le plus vite et c'est là où il y a le moins de risque d'accident. On pourrait même rouler à 150, je n'ouvrirai pas le débat, mais vous voyez ce que je veux dire. Je réfléchissais pour le débat, mais l'autopilote, c'est l'ennemi de la moto, non ? Non, parce que l'autopilote, il voit la moto arriver. Non, mais je veux dire, il se décale. Oui, mais c'est l'autopilote qui donnera, qui annoncera la fin de la moto. Pour le plaisir de conduire. De manière juridique, sans doute. Déjà parce que l'autopilote n'existera pas sur la moto. Oh, peut-être. Il remonte les fils. Non, mais on aura des véhicules de différentes tailles. Une fois que la réglementation et l'autopilote aura prouvé que c'est plus sûr, etc., ça deviendra majoritaire et à un moment, il sera décidé que la moto est trop dangereuse, quoi. On peut imaginer des motos autonomes. Ça sera toujours plus dangereux. Mais c'est d'ailleurs pour ça que Tesla ne fait pas de moto. Parce qu'Elon Musk a eu un grave accident de moto quand il avait 16 ans ou un truc comme ça et qu'il veut pas faire de moto parce que pour lui, la moto, c'est. Ok, je savais même pas. Exactement. Il veut pas de moto. Oui, mais une moto avec 10 caméras, des capteurs. Et qui ne tombera pas parce qu'elle a un gyroscope. Et avec un gyroscope ou même des trépieds qui sortent. Je veux dire, une voiture autonome, par définition, elle a jamais de choc. Puisqu'en plus, elle communique avec les autres véhicules. C'est pas seulement les caméras, c'est qu'une communication entre les véhicules. Donc l'autonomie parfaite, elle peut se faire sur 2, 4, 6, 8, 10 roues, quoi. C'était une réflexion. Alors là, on a parlé de moto. Revenons un peu sur l'automobile, mais de collection cette fois-ci, puisqu'on a une photo de toi de 2020 où tu es au salon Rétromobile. Et du coup, tu es aussi grand fan de voitures rétro, c'est ça ? Alors d'ailleurs, je suis fan de tout ce qui roule, donc ça peut être ancien, nouveau, moderne, mais vous voyez, en fait, j'ai autant de plaisir à essayer une ancienne Porsche qu'à essayer une Tesla. Mais justement, en parlant de Porsche, on a une autre photo. Alors, elle est un peu plus vieille puisqu'elle date de novembre 2011. C'est une Porsche 991 Carrera S PDK, donc PDK boîte auto, j'imagine, type 991 en Californie. Tu voyages, elle est magnifique. En plus, là, en or, c'est vers Malibu, peut-être, je sais pas trop où c'est. Super événement, c'était en Californie, en effet, c'était à Santa Monica. Ok. Ça donne envie, hein. Et la question, c'est, du coup, c'est un peu un métier en or aussi pour découvrir des lieux du monde entier, j'imagine, d'être journaliste auto. Tu voyages et tu découvres là des routes. J'imagine que cette route devait être magnifique aussi. Ouais. Alors, ça, c'est vraiment une chance incroyable. Après, il y a pas mieux pour voyager que de partir soi-même et d'avoir son propre programme, parce que souvent vous êtes très encadré dans ce genre d'événement et en général on passe plus de temps dans les avions que au volant de la voiture. Donc là, en l'occurrence, c'était vraiment un voyage exceptionnel parce qu'on a pu rester plusieurs jours et donc on a eu le temps. On va dire de digérer, on va dire le trajet et de bien travailler. Ce qui est très rare. Et j'ai filmé ça. J'ai la vidéo sur Super Vroom 2 ou sur Super Vroom 2, elle y est la vidéo de ça. On ira creuser. Mais oui, je reviens juste sur ce que tu dis. Effectivement, c'est certes, tu voyages beaucoup quand tu es voyageur. Chris Harris. C'est Chris Harris. Chris Harris, j'étais dans l'avion avec lui, je faisais mon montage. Et je me disais, je vais sortir avant Top Gear. À l'époque, il bossait pour Top Gear, il était pas à son compte. Et je suis sorti avant Top Gear, mais bon, ça a pas fait des vues de dingue, puisque à l'époque, il y a beaucoup moins de monde sur YouTube. Exactement. Avril 2024.
Double page automobile classique, Tesla Model S, coup de foudre. C'était a priori l'inauguration du premier Tesla Store en France, donc il y a 10 ans maintenant. Oui, c'est avril 2014. 2014, vous avez pardon. bien fouillé, les gars, vous avez trouvé. Ah ouais, non mais attends, on a décortiqué ta vie. Vraiment, bravo pour le boulot. On a toute une team qui fait ça. Non, je déconne, c'est Greg, je crois. Je pense que c'est Greg qui a beaucoup bossé. Il a fait du bon boulot. C'était il y a 10 ans. Maintenant, c'est quoi ton rapport avec Tesla ? Parce que tu connais très bien Tesla, entre le Roadster 2008 et maintenant, quel rapport t'entretiens, tu vois, dans ta tête avec Je deviens de plus en plus critique sur Tesla, forcément, puisqu'il y a de la concurrence, et il y a de la concurrence chinoise. Et donc, moi, ce que je reproche à Tesla, j'ai pas besoin de dire ce que j'aime chez Tesla, puisque en fait, ils sont en avance, ils dominent le game, et surtout, leur voiture, là, cette voiture-là, vous voyez, je l'ai essayée il y a 10 ans. C'est toujours la même aujourd'hui. Il y a eu des évolutions, mais il y a eu que des évolutions. Minime, ouais. Et elle est toujours en tête de sa catégorie, c'est-à-dire que même une Taycan qui va être plus agréable à conduire, elle offre pas le même ratio praticité, rapport qualité-prix. Donc voilà, cette voiture était très en avance. C'était sympa de pouvoir faire un article comme ça dans Automobile Classique, qui là pour le coup on est vraiment dans un magazine, d'ailleurs qui n'existe plus malheureusement, mais là pour le coup on était vraiment sur un magazine entre guillemets conservateur de spécialistes. Ils ont pris une claque. Non mais il a fait réagir cet article à l'époque ou? On n'avait pas autant, sur la presse écrite, on n'a pas autant de retours. Ils envoient des courriers. Toi, t'as l'habitude, voilà, c'est ça. Vous avez l'habitude d'avoir tout de suite du retour. Moi, recommandé, même sur YouTube, là, j'ai posté une vidéo cet après-midi, je regarde, et puis, et en plus, ce qu'il y a de terrible, c'est souvent des mecs super bons et des spécialistes qui mettent tout de suite le doigt sur la faille. Exact. C'est horrible. T'as bossé comme un dingue sur ton truc, etc. Il y a un endroit où il y a une faille que toi, t'as pas vu et tout de suite, mes commentaires en général, c'est sur la faille, quoi. C'est terrible. Mais ça nous oblige, je trouve ça bien parce que ça nous oblige à être meilleurs, à nous corriger. Vous voyez, la Turbo, par exemple, ils ont dû faire un. Bien sûr, c'est assez fou en télé. Ils vont faire gaffe au prochain. Mais non, mais quand il y a des avis utilisateurs, tu te tiens carreau. Là, justement, on parle de commentaires et il y en a un sympa dans le chat et j'ai envie de poser cette question. C'est quelle voiture as-tu embouti en faisant un essai ? Est-ce que tu as déjà mis une voiture au tas ? Alors évidemment. La mauvaise foi de l'essayeur, et en plus, comme je suis motard, double mauvaise foi. C'était pas de ma faute. Non, j'ai eu 2 énormes cartons, et à chaque fois, c'était des limousines en aluminium. Alors, il y en a une, c'était la XJ chez Jaguar, et l'autre, c'était l'Audi A8. Et dans les 2 cas, c'était à peu près la même situation. J'ai pas eu de chance, quoi. Enfin, je suis arrivé à un endroit, il y en a une, j'étais à un stop, et il y a donc à l'arrêt, il y a un véhicule qui est arrivé, qui a déboîté et puis qui est venu nous encastrer, qui est arrivé trop vite et qui est venu nous encastrer. Mais là, il a plié la voiture en 2, airbag, machin. Heureusement qu'on était dans une limousine XJ parce que on a pris cher, mais voilà, on n'a rien eu. Aucune blessure. Non, mais par contre, les gens qui étaient autour et qui ont assisté à l'accident, ils ont cru que j'étais un extraterrestre parce qu'en fait, il y a une équipe, c'est une présentation presse, et il y a une équipe Jaguar qui est arrivée qui m'a donné une nouvelle bagnole et je suis reparti avec la nouvelle bagnole et j'ai même pas eu besoin de gérer les papiers. J'ai dû faire une signature. C'est-à-dire que même le président de la République, il a un carton, on lui ramène pas une voiture et il repart avec, quoi. Et la deuxième fois, c'était l'Audi A8, même condition, mais c'était en Autriche. La première fois, c'était en Espagne, en Jaguar. La deuxième fois, c'était une Audi A8 et là, je faisais une manœuvre à un endroit et pareil, il y a une voiture qui arrive à fond, qui a doublé plusieurs voitures et qui est venu me percuter. J'ai juste eu le temps de réaccélérer pour qu'il me percute sur l'arrière au lieu de percuter la porte de mon côté. Et donc j'étais pas en tort. À chaque fois, les 2 fois, non vraiment pour le coup, j'étais pas en tort. Mais bon, heureusement que j'étais dans des grosses voitures et qui se pliaient bien. Qui absorbaient bien. T'as jamais eu de soucis techniques pendant tes essais, genre une petite accro ou... Ça, je pense qu'il y en a des centaines. On va pas partir sur ce terme. Les soucis techniques, c'est les batteries, souvent. Parce qu'en fait, quand on fait des photos en statique, on laisse allumer les phares. Et on laisse allumer le contact et la petite batterie 12 volts, si on est resté 1 heure avec les phares allumés pour faire les photos, elle aime pas ça. Et là, sachant que, précisons, tu parles pas uniquement de voitures électriques et de voitures thermiques, enfin la batterie 12 volts qui est présente depuis des dizaines d'années. On les a sur les batteries et les voitures électriques. Tout à fait, que le chat ne pense pas qu'on parle de voitures électriques et que les gens se disent si tu laisses tes phares allumés 1 heure, la batterie n'a plus de... Non, les voitures électriques ont bien une petite batterie d'accessoires 12 volts qui se décharge. Ouais, mais qui est chargée par la grosse batterie. Pas forcément, ça dépend. Mais quand ça roule. Ouais. Mais elle va pas, elle va pas à l'arrêt transférer le courant. Alors ça, je savais pas.
Je vous propose maintenant de passer. Alors déjà, merci Maxime pour toutes tes réponses et le temps que tu nous as accordé. Maintenant, on va se souffler un petit peu. On va passer sur un petit jeu. C'est le top ou flop. Donc, on a normalement chacun une petite ardoise ici, top ou flop. Voilà. L'idée, c'est que on va aborder 5 sujets différents de manière très rapide. Le premier, c'est le restylage de la Citroën Ami et chacun va devoir donner son petit avis. Est-ce que c'est un top ou est-ce que c'est un flop? Donc, écoutez, dans le chat, vous pouvez participer aussi. Et Vincent aussi, tu participes. Oui, moi aussi, je vais participer. J'ai un petit ardoise, bien évidemment. Donc, la première question, c'est le restylage de la Citroën Ami qu'on a vu au Mondial de l'Auto et qu'on voit là en régie actuellement. Donc, à gauche, c'est le restylage et à droite, c'est la version originale. Bien que tu précises. Voilà. Selon vous, est-ce que c'est un top ou est-ce que c'est un flop? Allez, on lève l'ardoise tous en même temps. Ok, on a quoi? On a 3 tops et un flop. Ok, ok. Vas-y, tu veux expliquer un peu les goûts, les couleurs, mais moi je préfère juste le design, quoi. design originel. Ouais. Okay. Maintenant, j'espère que la nouvelle, elle sera mieux fabriquée, mieux finie et plus fiable que. Non. Je l'annonce. Fasse un bruit en claquant. Ouais. Moi, je trouve elle est imperméable ou pas? Alors ça fuit moyennement. C'est vrai que j'avais on a le droit de se moquer encore. J'avais un des tout premiers exemplaires de la Citroën Ami. Effectivement, j'avais passé au Karcher, c'était pas très bien. Et j'ai eu la Topolino, c'était au printemps. Il y a eu des efforts, il y a eu des vrais efforts. Même je trouve qu'en termes de puissance du moteur, il ont y a fait des retours, ils ont corrigé ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en vrai, je trouve que, alors c'est encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Je sais que même au sein même de Frandro, il y a un vrai débat autour de l'Ami qu'on avait vu au Mondial. Moi, je le trouve cool. Je trouve que ça lui donne un coup de jeune parce que c'est un vrai succès, les Citroën Ami. C'est vrai que, les plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, en fait, c'est la même couleur, la même gueule, les mêmes enjoliveurs. Et je trouve qu'on commençait à s'en lasser un peu. Et ça lui fait du bien, ça fait un petit coup de pep, ça lui donne plus de caractère. Et je trouve que ça lui fait un petit nouveau qui fait du bien. Ok, dans le chat, je vois un peu de tout. Il y a du top, du flop, et il y en a même un qui dit un frop pour faire les deux. Voilà. Bon. C'est ça. Deuxième question, c'est, alors là, c'est un peu plus touchy, un peu plus technique, les frais de douane pour les véhicules électriques chinoises. Donc, très rapidement, l'Europe a mis en place des frais de douane supplémentaires. Avant, c'était que 10% quand t'importais une voiture électrique chinoise pour la vendre en Europe. Maintenant, ça peut atteindre quasiment 50% selon les constructeurs. Selon vous, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Donc, top, si c'est une bonne idée d'avoir mis des frais de douane, ou flop si c'est une mauvaise idée. Et d'avoir augmenté les frais de douane. Ouais, d'avoir augmenté drastiquement, d'avoir augmenté énormément les frais de douane. Oui. Messieurs, à vous, on vote. Ah, intéressant. Je suis le seul à mettre un top. Dis-nous tout. Dis-nous tout, parce que tout simplement, avec tous nos voyages en Chine qu'on a fait avec Ulrich, je l'ai fait une seule fois avec toi Ulrich, mais je l'ai fait cet été aussi à Pékin. Ressenti plein de voyages. Voilà, ressenti plein de voyages. En fait, j'ai pris conscience, une énorme claque de oui, leurs voitures électriques sont hallucinantes, genre la Li Auto, la Xiaomi, ils sont venus nous voir à Paris de Pékin, ils ont fait le trajet en voiture électrique, ça se recharge en 10 minutes, les performances sont hallucinantes, il y a zéro souci là-dessus. C'est juste moi ce qui me pose problème, c'est que c'est clairement une guerre économique et en fait les conditions de travail et les conditions de vie des Chinois, en fait on se bat pas du tout à armes égales et on voyait dans les usines, tu vois, le temps de travail qu'ils pouvaient avoir, les temps de pause, qu'ils pouvaient travailler 6 jours par semaine, des choses comme ça. Moi ça me met un peu mal à l'aise dans le sens où en fait il y a 1,5 milliard de personnes qui sont un peu des soldats économiques d'une énorme puissance étrangère. Et on se bat pas à armes égales avec eux. Et pour moi, les frais de douane, c'est un peu essayer de réduire la différence qu'on a entre quelqu'un en France va jamais travailler autant et dans les mêmes conditions que quelqu'un en Chine. Et en fait, même, je pense que personne autour de la table ici a envie d'aller travailler en Chine dans une usine. Moi, j'ai fait des usines de voitures quand j'avais 18-19 ans dans mes travails d'été, on va dire. C'était affreux, clairement, c'était un taf ouvrier et tout. Mais je pense que je préfère quand même les conditions sociales qu'on a en Europe en tant que personne particulière, en tout cas pas en tant qu'entreprise. Voilà, c'était bon. Après, on a visité l'usine de Xpeng. Ouais. Et c'était... De Zeekr. Zeekr, pardon. De Zeekr et c'était très automatisé quoi. Donc peut-être que c'est le meilleur exemple de la Chine. Ouais. Je suis d'accord avec toi parce que moi j'ai visité des usines de smartphones, d'aspirateurs robots, de batteries et dès lors que tu vas sur des marques un peu moins grosses, avec moins de moyens, des usines moins automatisées, tu as des chaînes de prod de 150 mètres où tu peux avoir 60-70 personnes. Ils sont à la chaîne, tu veux dire, à la chaîne. Ils vivent souvent à côté de l'usine parce qu'il y a des dortoirs. Ils travaillent 6 jours sur 7. Ils ont 5 jours de vacances par an, à 5 semaines. Donc c'est des conditions qui sont assez mauvaises. Et par contre, j'ai vu une vraie évolution dans le smartphone qui doit exister dans la voiture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des chaînes de prod
de 150 mètres de téléphone, donc du point A au dernier point, où il y avait 3-4 humains qui faisaient juste des checks de qualité. Donc on va vers l'automatisation. Ça va peut-être répondre à cette problématique exactement, coût social. C'est les robots qui auront la pénibilité finalement. J'ai mis flop parce que j'ai peur que ça se retourne vraiment contre nous, notamment sur le thème des voitures électriques. Faut pas oublier que la Chine, ça fait des années qu'elle met énormément d'argent dedans et elle a réussi à internaliser l'intégralité des chaînes de valeur de la voiture électrique, notamment les batteries. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut pas montrer du doigt les Chinois. Qu'on fasse des taxes pour se protéger, oui, mais je pense qu'il vaut mieux taxer, mettre une taxe CO2 par exemple par rapport à l'origine du produit. Plus il vient de loin, plus il est cher. Mais pas montrer du doigt un pays en particulier. Ça, je trouve ça dangereux politiquement. Et même, je trouve pas ça. Je trouve même c'est limite de l'ethnocentrisme, quoi. Moi, je trouvais que le score méchant chinois et les gentils américains, quoi. C'est un peu basique, quoi. Je trouvais que le score environnemental introduit par le changement du bonus écologique était beaucoup plus smart, en se disant que on va pas taxer des choses qui sont difficilement. Ils ont fait des études, etc. Ils ont quand même prouvé certaines choses. C'est quand même difficile à expliquer, alors que dire simplement la voiture, elle a été produite en Europe, elle est vendue en Europe. Je trouve que c'est beaucoup plus smart et beaucoup plus logique. Ouais, je suis d'accord. De se dire ces voitures-là, elles ont de l'aide. Celles qui sont produites de l'autre côté du monde, elles n'ont pas besoin d'aide. On est d'accord. Donc. Et c'est ce qui va se passer finalement avec les taxes. Si elles sont maintenues, finalement, on aura de plus en plus d'usines en Europe et ce sera de plus en plus produit en Europe. Mais c'est un vaste débat, clairement. Troisième question, celle-là je l'aime bien aussi, c'est les lidars. Vous savez, les lasers en fait clairement qui peuvent remplacer ou pas, on ne sait pas exactement, les caméras. Donc là c'est ce qu'on voit à l'image. Là ça doit être sur la NIO. C'est une NIO, ça. C'est une NIO, ouais. Donc au milieu ce que vous avez, c'est pas un truc qui dit que c'est un taxi, c'est le lidar. Donc c'est quelque chose qui permet à la voiture de voir parfaitement son environnement à 200-300 mètres, de voir s'il y a un piéton, de voir s'il y a un chat, de voir s'il y a un angle d'immeuble, de voir s'il y a un plot, enfin tout un tas de trucs. Et Elon Musk est entièrement contre les lidars parce que lui, il veut que des caméras pour que la voiture puisse se repérer dans l'espace. Et pourquoi ? Parce que c'est moins cher, et a priori, ça serait plus simple aussi d'un point de vue algorithmique pour lire ce que voient les caméras au lieu de lire ce que voit le lidar, qui est une somme d'informations énorme. Du coup, la question, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre ? Donc, top si vous êtes pour les lidars. Flop, si vous êtes contre. Ulrich, tu voulais ajouter quelque chose ou... Non, je disais, est-ce qu'on doit juger l'efficacité technologique ou l'esthétique ? Non, c'est l'ensemble compliqué. alors. Ouais, l'ensemble. Là, c'est l'ensemble. Est-ce que vous pensez que les lidars, c'est une bonne idée ? Est-ce que ça doit exister pour la conduite autonome, ou est-ce que vous êtes pour l'idée de Tesla, c'est-à-dire que de la vision, quoi, que des caméras ? Donc top, si vous voulez garder les lidars sur les voitures, et flop, si vous voulez supprimer les lidars des voitures. Allez-y. Alors là, moi je peux juste dire pourquoi j'ai mis top. Vas-y. Pour moi, la sécurité, c'est la priorité numéro 1 du déplacement des voitures. Et si le lidar est prouvé comme le composant qui permet d'avoir la plus grande sécurité dans le déplacement des voitures en autopilote, je suis pour le lidar. Si Elon Musk il a enlevé le lidar, il y a aussi des raisons économiques. Ça coûte beaucoup moins cher que des caméras. Et moi, j'ai vu les lidars qui sont développés en Chine, qui d'ailleurs... J'avoue qu'esthétiquement c'est moche, on dirait un sonar, un peu comme la baleine, on le voit, la baleine à bosse. Ça me fait penser à ça. Mais ils sont de plus en plus petits. En Chine, on en a vu des tout petits chez Huawei, justement, qui est équipementier, entre autres. Et en fait, je pense que ça va devenir de plus en plus petit. Et aujourd'hui, c'est moche, mais demain, ça sera complètement intégré. Donc l'aspect esthétique, pour moi, c'est un faux problème. C'est un problème aujourd'hui. Et l'aspect technologique, pour moi, si c'est plus efficace, je suis pour. Même si ça coûte plus cher. Non, bien sûr. Et ce qui est drôle, c'est que Xpeng, sur sa P7 Plus, a pris la décision, parce que Xpeng adorait le lidar, ils en mettaient partout, a pris la décision de supprimer les lidars. Enfin, à partir de la P7 Plus, on ne sait pas ce qu'ils vont faire après, est-ce qu'ils vont maintenir les lidars ou pas. Mais eux t'annoncent, donc on leur a posé la question en Chine, on a testé la P7 Plus en conduite autonome en Chine, qui était vraiment très bien, un cran en dessous de Huawei. Huawei, c'était vraiment impressionnant. Et eux, ils nous disent, non, en fait, on a la même efficacité de conduite autonome avec la P7 Plus sans lidar qu'avec la P7 qui avait un lidar. Donc voilà. Est-ce qu'ils ont fait le choix uniquement pour des raisons budgétaires ou pas ? Ça, on ne sait pas exactement. Je pense. Peut-être. Donc à voir. Mais bref. Toi, t'es contre ? Pourquoi t'étais contre ? Je suis contre, non, parce que je suis vendu à Elon Musk et je répète ce qu'il dit tout bêtement. Oui, mais je pense que c'est ce qu'a fait Xpeng. C'est-à-dire qu'en fait, comme Elon Musk s'est dit, le modèle économique, il est plus rentable avec des caméras. Les lidars coûtant trop cher aujourd'hui, Xpeng a suivi en se disant...
tant qu'on n'a pas la possibilité d'arriver à la conduite autonome niveau 5, avec de l'autonomie niveau 2 suffit avec des caméras. Mais moi, je pense que c'est d'un point de vue aussi esthétique. C'est-à-dire que c'est moche. Faut dire, c'est moche. Et quand à côté, t'as des voitures allemandes qui sont quand même hyper élégantes pour certaines, c'est quand même dommage de te mettre un handicap supplémentaire pour vendre ta voiture. Je pense que tu as raison, ton argument, c'est-à-dire qu'il faut... Enfin, moi, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire la sécurité en priorité, et puis après, l'esthétique, de toute façon, ça va évoluer. Je suis d'accord. Mais ce qui est drôle, après, ça dépend comment tu traites la data, parce que d'un côté, tu as Mercedes EQS et classe S avec un lidar caché qui est bien caché. T'en as deux même, il me semble, dans la calandre. Et finalement, la Mercedes classe S ou EQS, c'est pas forcément plus sûr que la Tesla, voire même totalement l'inverse. Et la Tesla, t'as le FSD. En fait, c'est comment tu traites les données derrière. Je déteste les aides à la conduite Tesla, et dans tous mes essais de Tesla, je critique les aides à la conduite. J'espère. T'as testé le FSD ou pas aux USA? Le problème, c'est que je l'ai essayé rapidement sur une Plaid aux USA. Ok, ouais. Mais la majorité des voitures que j'ai essayées, et une ancienne version, mais la majorité des voitures que j'ai essayées, c'était en Europe, et en Europe, ça va pas du tout. Non, je suis d'accord, l'autopilote en Europe, c'est un autre débat, mais je suis totalement d'accord avec toi. Vincent a testé le FSD. Ouais. Oui, j'ai vu la vidéo. En effet, c'était assez bluffant. Et en fait, c'est juste qu'en Europe, ils mettent pas à jour l'autopilote depuis 5 ou 6 ans parce qu'ils ont. Mais ils le vendent, c'est ça, moi, qui me pose problème. Ils le vendent cher. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que non seulement ils le vendent cher et il est inutile. Donc, pour moi, ça frise l'arnaque. Et après, il est intégré avec la voiture de base. Si tu payes, il faut rajouter quand même les 3600 €. Non, de base, t'as l'autopilote, mais qui ne te permet pas de doubler toute seule sur l'autoroute. Oui, c'est ça. Mais bon, il va falloir quand même rajouter 3500, voire 7000 €. Et les 3005 ou 7000 sont pas utiles, donc pour moi c'est de la vente. Non, mais on est d'accord. Un investissement. Elon Musk se dirait que c'est un investissement. Voilà, un investissement. Mais il y a autre chose qui me gêne moi chez Tesla, et c'est le fait que finalement ils testent leurs produits sur les particuliers en live. Ça, je suis d'accord. Et là, avec Trump, je pense que ça fait partie des deals. Je suis pas derrière et je veux pas jouer les complotistes parce que j'ai aucune preuve de ce que j'affirme, mais c'est fort probable. Je suppose qu'il va lui dire, écoute, la réglementation pour faire décoller mes fusées, ça va bien. J'ai pas 6 mois à perdre pour faire décoller une fusée là-dessus. Je le comprends tout à fait. Mais là où j'ai un doute, c'est on va pouvoir claquer 2-3 caisses. Oui. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit, quoi. Donc, on verra, on fait le point. Et en tout cas, le chat est plutôt pour les lidars. D'accord, ok. Voilà. Merci. Écoutez, 4e question, celle-là je l'aime bien aussi. Les grosses batteries, top ou flop? Donc ce qu'on appelle grosses batteries, c'est non pas par leur taille, c'est par leur capacité, donc le nombre de kilowattheures qu'elles peuvent emmagasiner. Ici, on voit des cellules 4680 d'une Tesla Model Y ou d'un Cybertruck, je sais pas, ça doit être la Model Y. Bref, l'idée c'est que par exemple la R5 elle a une petite batterie entre guillemets de 40 kWh, la e-up que tu citais tout à l'heure c'est plutôt autour de 30 kWh, et à côté de ça on a des caisses énormes. Alors bon, le Cybertruck avec 100 et quelques kWh, mais t'as des trucs à 150 kWh, voire le Hummer à 230 je crois. Ouais. Voilà. Ouais. Et on sait que plus la batterie est grosse, plus elle a un impact carbone élevé lors de sa production, et souvent c'est des voitures qui consomment beaucoup, qui peuvent consommer 2 fois plus, donc voilà, t'as tout un tas de trucs. Donc pour vous, est-ce que vous êtes pour des grosses batteries parce que vous allez pouvoir taper les 1000 km sans vous arrêter, faire pipi ou recharger, ou est-ce que vous êtes plutôt pour des batteries mesurées? Tu veux orienter là? Oui, c'est un petit peu orienté. Allez, on répond. 60 kWh, mais attention, faudra s'arrêter plus souvent, faire pipi et recharger. Donc top, c'est t'aimes les grosses batteries et tu veux faire 1000 bornes sans t'arrêter. J'aime les grosses batteries. Et flop, c'est tu préfères des petites batteries plus petites, mais tu t'arrêteras plus souvent pour recharger et faire pipi. Non, moi je vais mettre top. Et j'ai une bonne raison de le faire. Vas-y, Eric. Je traite de plus en plus un autre sujet sur survolté qui est lié aux batteries à la maison, aux panneaux solaires. Ah oui. Et la voiture est pour moi un maillon essentiel dans cette valeur qui est de l'autoconsommation, de l'indépendance énergétique. Et plus la batterie sera grosse, plus on pourra stocker d'énergie et plus on pourra la redistribuer sur le réseau, parce que on va vers un monde où dans quelques temps, je pense que ça va arriver très vite en Europe, on pourra pas voir l'énergie sera pas un service, mais ce sera un actif qu'on pourra stocker et vendre, et on va vers des réseaux pair à pair où on pourra revendre l'énergie à ses voisins. Et le fait d'avoir une grosse batterie dans sa voiture, à la fois ça sera confortable pour conduire, mais ça sera aussi très efficace pour stocker le plus d'énergie possible la journée, et afin d'en revendre le plus possible et être de moins en moins dépendant
du gaz, du pétrole, mais aussi des grosses usines et tu mets nucléaires. Tu mets combien de temps à recharger ta batterie de 150 kWh avec des panneaux assez rapidement, parce que tu peux mettre entre 6 et 9 kilos de panneaux solaires sur le toit. Voire même 12, non? Tu peux monter jusqu'à 12. La moyenne, c'est 7 à 8 kilowatts en pic. Kilowatts. Donc en fait, ça peut se charger quand même. En 10 heures, tu fais 70 kilowatts. Donc en effet, si ta voiture elle bouge pas pendant 2 jours, tu peux recharger l'entière. Ok, ça se tient. Sachant que déjà 50 kWh, déjà tu peux quand même alimenter pas mal de choses dans ta maison sur une certaine partie du temps. D'accord, mais après c'est aussi le fait de se dire que tu vas pas jamais vider ta voiture à fond, quoi. Oui, évidemment, mais enfin je veux dire, c'est déjà tu peux quand même faire pas mal de choses, même avec tu prends 70 kWh. D'imaginer un monde où tu revends ton électricité à tes voisins, qui va arriver. Ce qui va arriver, parce que la revente à EDF, elle est pas intéressante, c'est 13 centimes le kilowattheure, et en fait, on pourrait imaginer un monde où on pourra revendre beaucoup plus cher son électricité à ses voisins, et là, ça fait sens. Et par exemple, ta taille idéale de batterie, ce serait quoi? Je pense que ce serait autour de 80. Ok. Ouais, je dirais entre 60 et 80 selon les usages. 60 sur une petite voiture de 4 mètres 20. Et 80 sur une voiture de 5 mètres. Mais d'ici l'arrivée d'un modèle économique comme ça, on sera passé sur une nouvelle. Avec des densités beaucoup plus élevées. On va doubler les densités, et là, ce dont on parle de 60, ça sera du 120 pour la Oui, non, mais en fait, je suis d'accord avec vous. 80 en solide, c'est vrai qu'on peut alimenter sa maison, sa voiture, ses voisins. Je suis d'accord avec vous. Acheter une voiture de 100 kilos ou 120 aujourd'hui. Je trouve ça absurde. Là, je vous rejoins à 100%. Ok. Autre sujet qui est très sympa, je l'aime bien aussi celui-là, autre question plutôt, c'est le 100% numérique sans bouton. Donc clairement, on prend l'exemple de Tesla, surtout la Model 3, où tu as juste un écran au milieu. Volvo a fait à peu près pareil avec le X30, tout un tas d'autres constructeurs. Le camion Tesla, c'est pire, je crois. Le quoi? Le camion Tesla. Ah ouais, le Tesla semi. Là, on voit Rivian aussi sur l'écran qui sont pas mal. Exact. Je sais pas, c'est quoi? C'est la R2 R1. Bon, la Rivian, en effet, où il n'y a pas beaucoup de boutons non plus. Il y a un combiné d'instrumentation derrière le volant, l'écran supplémentaire. Et à l'inverse, t'as un peu les Allemands, peut-être. Je sais pas quelle est la marque qui a le plus de boutons actuellement. Renault. C'est Renault. Je crois qu'elle bat tous les records. Renault, il y a beaucoup. Et le nombre de Komodo. De Komodo, t'as l'impression. Je crois que le plus de boutons, c'est Renault. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Et en fait, ils les commandes de R25. À chaque fois qu'ils ont un problème, ils trouvent une solution avec un bouton aussi. La question, c'est est-ce que vous êtes pour le 100% numérique sans bouton, c'est-à-dire comme du Tesla, donc c'est un top, ou est-ce que vous êtes plutôt flop, et c'est-à-dire vous êtes plutôt team Renault, sachant qu'il y a des études qui nous annoncent que c'est-à-dire que je suis team Renault. qui nous annoncent que ça peut être davantage accidentogène d'avoir du 100% numérique, puisque t'es obligé de regarder un peu l'écran, t'as pas tes repères, je sais pas comment on dit, tactile, au sens propre français. Au moins tu peux regarder la route et appuyer sur les boutons quand il y a des boutons physiques. Donc voilà, à vous les commandes. Est-ce que vous êtes... je sais pas moi, je vais mettre l'ardoise en milieu. Allez, je sais pas, non, vas-y. Moi c'est pareil. Okay. Voilà. On est tous raccords. Alors, mais c'est vrai que c'est hyper dangereux, parce que moi j'ai un X30 au quotidien, et dès lors qu'on doit manipuler l'écran central, déjà le fait qu'il n'y ait pas de combiné devant, je trouve ça... Honnêtement, je m'y suis fait, c'est pas un problème, mais je trouve ça bête. Petit écran derrière le volant. Je trouve ça bête. Et surtout quand tu affiches CarPlay ou Android Auto sur l'écran principal, c'est-à-dire que tu as quand même besoin d'afficher la vitesse quelque part. Ouais. Et le fait qu'ils enlèvent des boutons et qu'ils fassent des boutons tactiles sur les volants, alors Volvo, ils se sont complètement plantés dans le sens où ils ont fait une plaque entière qu'on appuie. Donc quand tu appuies, il faut appuyer 4 fois, 5 fois. Et moi, Et les commandes tactiles pour qu'ils me changent le volant. La Smart, pour le coup, qui est la même, la Smart #1, me plaît davantage. Je préfère le design extérieur de le X30, mais à l'intérieur, la Smart #1, elle est top. Et je pense que les Allemands ont un petit peu influencé les décisions aussi. Mercedes s'occupait du style, ça c'est sûr et certain. En fait, la partie technique, c'est du chinois, parce que le groupe Geely, auquel appartient Volvo d'ailleurs, donc a racheté Smart, mais Mercedes s'est quand même occupé du design extérieur-intérieur. C'est la meilleure Mercedes électrique. Mais c'est vrai, c'est celle qui se vend le mieux. Elle est sympa, c'est vrai qu'elle est très sympa. Ouais. Mais c'est vrai que les boutons, je l'ai eu le X30 cet été, les boutons, effectivement, tu as dû appuyer 2-3 fois. Et Peugeot a repris cette excellente idée aussi sur son 3008. Ah non. Et même résultat. En fait, tu dois appuyer une fois, ça marche pas, donc tu appuies une deuxième fois. T'as le iCockpit. C'est vrai. Il y a d'ailleurs coquin avec les constructeurs français. J'adore Renault. C'est vrai que j'ai du mal avec le iCockpit que je trouve de Peugeot. Le iCockpit de Peugeot. Ouais.
Moi, j'adore Renault, ce qu'ils font sur Google Automotive. Un peu trop de Komodo à mon goût. Et par contre, le iCockpit, c'est l'iCockpit d'il y a 5 à 10 ans, quoi. Et tu parlais du Tesla Semi, regarde en photo là, c'est donc le semi-remorque de Tesla. Et t'as 2 écrans quand même, hein, pour le prix d'un quand même. Il n'y a même pas de Komodo. Ils affichent si quand même, rien, on les voit pas finalement, mais après t'as 2 teams quoi. Après dans l'idée, je peux comprendre que si on va vers la voiture autonome et la conduite autonome, on n'ait plus besoin de boutons. Alors oui. Mais tant qu'on n'y est pas, voilà. Il faut que le conducteur reste concentré. Et c'est le problème de notre génération. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on est dans un bouchon et si on n'a pas le freinage automatique d'urgence, on regarde ses mails. Moi, je trouve ça dommage que certains constructeurs en abusent, parce que du coup, ça va obliger les régulateurs à réguler et à nous obliger à mettre des boutons. Et pour moi, c'est une fausse solution. Ah oui. L'interdiction ou l'obligation, c'est une fausse réponse à ce problème-là. C'est surtout qu'en plus, comme tu le dis, quand la voiture sera autonome, on n'aura plus besoin de boutons. Donc, l'avenir, c'est le sans boutons. Mais c'est du très très long terme. C'est pour ça que, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on discute du fait d'enlever le clavier du BlackBerry et qu'il y a l'iPhone qui est tout tactile. Il y avait le même débat à l'époque. Et des gens avaient fait des grands écrans tactiles avec le clavier en plus. Oui, c'est vrai, c'est incroyable. La période de transition était compliquée. Ça a duré 4-5 ans sur le smartphone, ça va durer 20 ans sur les voitures. BlackBerry, parce que Barack Obama avait un BlackBerry. Oui, c'est vrai. Il a fait la promo. Elle était fan de son BlackBerry. Messieurs, je vous propose de passer à un autre jeu qui s'appelle What the Quiz. Et là, l'idée, c'est que je vais vous poser 3 questions. L'idée, c'est un peu de tordre le cou aux idées reçues sur la voiture électrique. Donc, notamment, si peut-être il y a des gens dans le chat, je sais pas, qui auraient peur que les voitures électriques se rechargent pas assez rapidement, n'aient pas assez d'autonomie, coûtent trop cher, ce qui peut être vrai, on va voir après. Mais on va s'attaquer à ces 3 questions, qui sont un peu, en fait, les 3 questions je dirais, les problématiques les plus souvent soulevées par des gens quand ils t'expliquent pourquoi ils veulent pas acheter une voiture électrique. Et on va commencer, l'idée c'est, je vais vous poser une question, par exemple la voiture électrique qui se recharge le plus rapidement est laquelle ? Il y aura 4 possibilités, donc vous pourrez choisir entre 4 voitures. Le chat, participez, c'est carrément ouvert pour vous. J'aimerais bien, on aimerait bien connaître votre avis. Et bien sûr, on vous donnera la réponse pour... Et juste, je reviens, tu parlais du chat. On a vu sur sur l'écran, il y avait une petite vidéo de Arnaud qui bidouillait une voiture, machin. Et il y a pas mal de gens qui ne savent pas ce que c'est. C'était justement, on en a parlé, la Li Auto. Ah oui. Donc effectivement, c'est un énorme van. Et on a pu rencontrer cet été des touristes chinois qui sont arrivés depuis la Chine au volant de leur grand van. Et donc effectivement, c'est ce qu'on voyait avec les énormes écrans. Minivan, mais le concept en Europe est pas connu. Ouais, c'est ça. C'est très très prisé en Chine, mais en tout cas voilà. Donc pour les Renault le chat, premium. Mais ultra luxueux, c'est fou. Coulissante. Il y a des portes coulissantes électriques, tout est électrique, les sièges sont massants ventilés, t'as des écrans partout, donc voilà, donc juste pour le chat. Massant, enfin, c'est un délire. T'as un réfrigérateur, c'est fou, enfin, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Donc limite, voilà. T'es en classe business dans un avion, quoi, enfin. Mais complètement. Mais donc voilà, juste pour le chat, c'était la Li Auto Mega. Li Auto Mega, tout à fait. C'est drôle parce qu'on va en reparler. Donc voilà, on va lancer ce petit jeu. 3 questions qui vont vous faire changer d'avis sur la voiture électrique, en tout cas, on espère. L'idée, c'est que je vais vous poser 3 questions différentes sur l'autonomie, la recharge rapide et le prix d'une voiture électrique. Dans le chat, vous êtes bien sûr autorisés à participer, donnez votre avis. Et il y a le sondage d'ailleurs qui est apparu dans le chat. Et il y a un sondage également, il faut appuyer sur un lien, c'est ça ? Exactement, c'est marqué. Vous pouvez cliquer sur le lien dans le chat, et comme ça, vous pourrez répondre au sondage. La première question, c'est la voiture électrique qui se recharge le plus rapidement parmi ces 4, c'est-à-dire on a la Porsche Taycan électrique, la Zeekr 007 qui est vendue en Europe et qui sera vendue en Europe, qui n'est pas encore vendue en Europe, la Kia EV6 qu'on connaît très bien en France également, et la fameuse Li Auto Mega, donc c'est cette voiture chinoise qui se recharge très vite puisqu'elle est dans ce classement, mais également qui a une belle autonomie puisque, comme tu le disais, on peut faire un Pékin-Paris avec. Là, on a la puissance de charge. Vitesse. Alors là, on parle du temps de recharge pour passer de 10 à 80%. Ah, voilà, ça dépend de la taille de la batterie aussi. Ah oui. Il faut connaître à la fois la taille de la batterie et la puissance de charge et la courbe aussi. Et la courbe. Ok, je connais pas la fiche technique Zeekr et Li Auto Mega. Il va falloir un peu faire. Ici, on est JB, si je me trompe pas, on est sur des voitures qui mettent toutes au moins moins de 20 minutes. Voilà, l'indice c'est que ces 4-là mettent moins de 20 minutes pour passer de 10 à 80% de la batterie, ce qui est parmi les meilleurs du. On est à la minute près là. Ça se joue. Mais si ça peut vous aiguiller, il y en a une qui ressort très clairement du lot.
2 qui se ressemblent fortement et une qui est entre les deux. Ça nous aiguille beaucoup, merci Vincent. On commence. Bah je pense qu'on peut... Attends, oui, je sais pas. Alors, je peux dire que moi j'hésiterais entre la Taycan et la 007 à acheter. Alors, vas-y, Ulrich, selon toi c'est laquelle ? C'est difficile parce qu'il y a des plateformes 800 volts dans tous les sens. Ça va se jouer vraiment à des petits détails. Ouais. Je pense que c'est... Le Taycan a un peu vieilli, le V6 aussi, j'irais plutôt vers la 007 qui est la voiture la plus récente. C'est vrai. Alors je dis pas que ta réponse est vraie, mais c'est vrai que la Zeekr 07 c'est comme ça que et c'est certainement entre la Taycan et la 007 si j'avais 100 000 balles à mettre ou 150 000 à... Pour l'acheter, mais ça c'est un autre sujet. Voilà. Maxime, à toi ? Alors moi je vais dire la Taycan. En fait j'ai la même réflexion qu'Ulrich. J'hésite entre les deux et je pense que c'est la Zeekr certainement qui est la plus récente qui va gagner. Mais je dirais la Taycan parce que j'ai eu la chance de pouvoir essayer la dernière évolution. La Taycan, j'ai même eu l'occasion de faire un Stuttgart-Istanbul. Beau road trip, beau road trip, court. Enfin, c'était pas évident de filmer parce qu'on était deux dans la voiture, il fallait tracer. Donc, en termes de qualité vidéo, c'est un peu moyen, mais l'histoire est top. Et ça rechargeait vraiment fort et c'est les plus grosses vitesses de charge que j'ai pu tester. Tu te souviens du 10 à 80, combien de temps tu je crois que c'était 18 minutes. Ouais, je crois que c'est ça. 18 minutes. Ouais. On a à un moment, on est tombé sur une borne en Autriche. Ils sont bien équipés en Autriche, à l'autrichienne, quoi, bien carré. Ionity, non ? Et je sais plus ce que c'était comme borne, je pourrais pas te dire, mais c'était pas Ionity. Souvent les Ionity sont compatibles. C'était pas Ionity, c'était une autre marque de borne, enfin c'était un autre fournisseur et ça envoyait plus de 300 kilowatts. Et le pire c'est que ce genre de plateforme, elles sont moins efficaces sur les bornes classiques quoi. Ouais, les 400 volts. C'est un peu le... Voilà. JB, un avis sur la question ? Moi je dirais, en toute transparence, je dirais la Li Auto Mega. Et en tout cas, le chat a voté pour la Kia EV6. Voilà, ok. Je le dis, les résultats sont tombés. Eh bien écoutez messieurs, Et toi Vincent ? Ah ouais, mais moi en fait j'ai préparé le jeu il y a un mois pour le mondial de l'auto. Je me souviens pas exactement de toutes les specs exactes, mais je sais que c'est la Li Auto qui cartonne tout parce qu'elle met 11 minutes pour passer de 10 à 80%, 11 et demi. En fait c'est 10. En fait c'est ce qui est assez intéressant, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'était que aussi bien la Zeekr, donc la jaune qu'on voyait en haut, et celle-ci c'est 10 minutes 30 secondes. Mais la Li Auto Mega, ce que tu disais, en fait, a une plus grande batterie. Et donc, en fait, sur ces 10 minutes 30 secondes, elle regagne plus d'énergie. Donc, c'est quoi la taille tu sais ? On est à 100 et quelques kilowattheures. Et la puissance maxi, c'est 520 kW. C'est puissance énorme. peak, 520 kW. Donc, on n'a aucune borne actuellement en France qui permet de charger à 520 kW. On a du 400, si je dis pas de bêtises, quelque part. Je vous dis que vous avez vu le futur. C'est ça. Non, mais on a vu, on en parlera, petit teasing, mais on a vu les bornes qui ont ces specs qui arrivent en France. Ouais, c'est ça. Du 600 kW. 600 kW. Exactement. 600 Ouais. 600. Très bien. Le chat, vous avez trouvé. Peut-être vous aviez Google qui vous aidait. Je sais pas, je veux pas être en tout cas, si vous lisez Frandroid, vous avez la réponse, évidemment. Et après, très globalement, la Zeekr, elle met 10 minutes, la Li Auto, elle met 10 minutes, la Kia EV6, elle met 18, et la Porsche, elle met 18, si je dis pas de bêtises. Exactement. Donc, voilà. C'est quand même 2 fois plus rapide. Est-ce que c'est judicieux aujourd'hui d'acheter une voiture 800 volts quand la plupart des bornes rapides sont en 400 volts ? Je dirais pas que la plupart sont en 400 volts, mais... Pour moi, c'est l'inverse. Superchargeurs. Les superchargeurs, oui, mais ils peuvent passer en 800 volts. Ouais. Et la Taycan, elle peut pas charger aussi vite sur les superchargeurs. Bah oui. Exactement. Parce qu'elle est moins efficace en 400 volts. Mais moi je dirais que oui quand même, parce que dans tous les cas, tu vois, je crois que la Porsche elle met 25 ou 30 minutes sur une 400 volts, il me semble. Donc finalement c'est le même temps qu'une Tesla. C'est pas mal. Et la courbe est très jolie d'ailleurs. Ouais, c'est carré. Maintenant, deuxième question. La voiture électrique la moins chère du marché et roulement de tambour. Si en région on peut afficher les 4, voilà. Donc la Dacia Spring d'un côté, la Renault 5 électrique d'un autre côté, la Citroën IC3 et la Leapmotor T03. JB, si je dis pas de bêtises, les 4 voitures sont sous les 25 000. Bonus écologique ou pas ? Sans bonus. Alors, hors bonus. Là, on parle hors bonus. Les 4 voitures. Brutes, enfin, TTC, pardon, en France. Donc, le chat, n'hésitez pas, vous pouvez participer également. Messieurs, on commence, Ulrich ? Moi, je dirais que c'est la T03. Pourquoi ? Parce que, comme elle n'a pas le bonus écologique, je pense que ça a forcé Stellantis et Leapmotor à baisser le prix au maximum.
Maxime? Je répondrai exactement la même chose qu'Ulrich. J'ai eu l'occasion d'essayer la T03, mais pas sous Stellantis. Ah oui. Et elle était un peu chère quand même. J'avais fait un comparatif avec une Fiat 500, me semble-t-il, mais là avec la petite batterie. Et donc oui, en effet, je pense qu'il a raison. Mais d'ailleurs, sur le bonus écologique, je suis pas sûr. Mais... Toi, la réponse après. Bah, elle a pas de bonus. Non, elle a pas de bonus. Bah, parce que je crois qu'il commence à fabriquer en Attendez, vous parlez pas. On va voir. J'y vais à toi. Moi, je dis Dacia Spring. D'accord. Moi, je vais pas participer parce qu'encore une fois, j'ai la réponse. Mais la réponse, c'était il y a un mois, donc je suis pas sûr de m'en souvenir. Mais il me semble que c'est la Dacia Spring, puisque si je dis pas de bêtises, la Dacia Spring n'a pas le droit au bonus. Pour le moment, la Leapmotor T03 n'a pas le droit au bonus, malgré le fait qu'elle soit assemblée en Pologne. Voilà. Ouais. Mais il est possible, fort probable qu'elle ait le droit au bonus. En fait, c'est juste l'ADEME est en train de calculer le fait qu'elle soit assemblée et non pas produite. Donc en gros, ils reçoivent la voiture en kit, ils l'assemblent, etc. Et l'ADEME en France est en train de voir si c'est la production ou si c'est un peu un truc chelou. Bref, un formulaire quoi. Toujours est-il que la Leapmotor T03 en prix de base actuellement, elle coûte aussi cher que la Dacia Spring, mais c'est un prix de lancement. Voilà. Et dans quelques semaines, mois, je sais pas quand, JB. Alors en fait, ils étaient assez flous parce que j'étais justement au lancement là, de la T03, mais par Stellantis. Et donc en fait, ils étaient assez flous. Il y a une promo de lancement effectivement qui permet de la mettre exactement à l'euro près sur le tarif de la Dacia Spring, alors que la T03 est quand même beaucoup mieux équipée. Mais à un prix catalogue sans promo, la Spring reste en dessous. Mais encore une fois, on est dans l'attente de résultats définitifs de l'ADEME. Et si la T03 a le bonus, alors elle arrive à 15 000 euros et ça, c'est complètement imbattable. Et la T03 est quand même beaucoup plus sympa à conduire que la... Elle descend la Spring à tous les niveaux possibles et imaginables. Et du coup, la Dacia Spring, c'est 18 900 euros. La Leapmotor, actuellement, c'est la même chose, mais ça sera 19 500, je crois, après. En gros, une petite hausse de 600 euros, si je dis pas de bêtises. La R5, ça sera moins de 25 000 euros. On n'a pas encore le prix exact de la version qui n'est pas encore vendue. Ouais. Et l'autre, c'était la Citroën IC3, 23 300 euros et bientôt 19 900 euros en 2025 avec la petite batterie. C'est ça. Faudra faire des concessions sur l'autonomie. C'est 200 km d'autonomie. Voilà. La R5, ça m'a fait sourire quand même. De mettre la R5, c'est ça? Oui. Ouais. Elle est en dessous des 25. Ensuite, troisième question, celle-là je l'aime beaucoup, c'est la voiture électrique avec le plus d'autonomie et laquelle parmi ces quatre? Donc on a la Peugeot i3008 Cocorico, on a l'Audi A6 e-tron, on a la Mercedes EQS et on a la Lucid Air, donc qui est une voiture électrique américaine qui est vendue en Europe, en Allemagne et en Suisse notamment. Et sinon les trois autres on peut les acheter en France à des niveaux de prix totalement différents puisque on va de 45 000 pour la Peugeot à plus de 100 000 pour l'EQS et en passant à 70 pour la Audi. Ulrich, on commence par toi. À ton avis, quelle est la voiture qui a le plus d'autonomie parmi ces quatre? Je pense que c'est la Lucid Air, mais c'est pas simple. Ouais. Ça dépend, on parle de WLTP mix. À peu près, si tu autonomie théorique WLTP, si t'as un chiffre pas précis, mais est-ce que tu penses que c'est... qu'elle est à 850, non 870. Alors, il faut savoir aussi que les 4 qu'on a sélectionnés sont tout au-dessus de 700. Aucune voiture chinoise dans le top 4. Exactement. En fait, là, on s'est basé sur l'homologation WLTP européenne. Alors, je pense qu'il manque des homologations chez exactement. WLTP pour certains modèles chinois. Exactement. Et donc, les 4 ont une autonomie homologuée supérieure à 700 km. Moi, j'aurais dirais 850. Combien? Au-dessus de 700 d'ailleurs? Au-dessus de 700. Moi, je dirais 850 pour la Lucid Air. Ok. Maxime? En fait, je connais pas le chiffre de la Lucid Air parce que je l'ai pas essayé encore. Donc, je serais tenté de dire le QS parce qu'elle est moins puissante et donc elle doit être plus sobre, même si elle a pas un aussi bon rendement. Ok. Et JB? Ouais, pareil que Max. Allez, on va partir sur la QS. Dans le chat, oui. La Lucid Air écrase tout le monde dans le chat. Voilà. C'est normal puisque, alors, en plus, j'ai tellement mal préparé cette séquence parce que je me souviens plus du chiffre exact de l'EQS, mais c'est la Lucid Air qui gagne totalement le concours puisqu'elle a quand même 883 km d'autonomie WLTP dans la version Dream Edition, si je dis pas de bêtises, qui n'est plus vendue. Elle a été vendue pendant quelques mois en Suisse et en Allemagne. Actuellement, on ne peut plus l'acheter et c'était une
une immense batterie de 120 et quelques kilowattheures. Et à côté de ça, en effet, la Mercedes est moins puissante, mais elle est moins efficiente. Les moteurs de l'EQS consomment plus d'énergie que les moteurs de la Lucid Air, puisque tout à l'heure on disait que Tesla fait du bon boulot et Lucid fait du très très bon boulot. Ils arrivent à consommer moins qu'une Tesla Model S, alors que c'est le même gabarit et elle est très aérodynamique, oui, comme on peut le voir ici sur la photo, mais en plus elle a des moteurs qui consomment très peu. Et la Mercedes EQS restylée, elle est à... C'est ça qu'on dépasse les 800. 822, non 820. Ah bah voilà. Ah ouais, ok, je sais pas. pas. Je viens de vérifier là. Ah bah voilà. D'accord, ok, je voyais 783 oui, km mais c'est sur d'autonomie. l'ancienne. Ah, sur l'ancienne, ah oui, c'est ça. C'est 820 sur la nouvelle. 820 sur la nouvelle, ok, donc on est un peu loin des 880, mais c'est déjà énorme, 820. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a? Mais la Lucid, elle est sous-cotée parce que déjà elle est extrêmement chère et qu'elle est arrivée il y a assez peu de temps en Europe. Mais aux États-Unis, elle est encore vue comme un ovni. Hein. Bah, quand on voit ça, je trouve sublime cette voiture. Et toutes les personnes qui l'ont essayé, voilà. On l'a essayé aussi, ouais. Et change d'avis. Moi, j'ai bien aimé, mais alors quand t'as essayé la Rivian, la veille, on a essayé la Rivian et la Lucid, bah en fait, tu te fais du mal. T'es là en mode ok, mais c'est la meilleure voiture, je la veux. Et la Lucid, c'est bon, voilà, c'est un peu bizarre. Il y a des petits éléments d'ergonomie et tout. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est une très bonne voiture électrique. Et il y avait aussi l'Audi A6 e-tron qui est pas mal parce qu'elle est à 757 km d'autonomie. Ouais. Avec une batterie plus petite de 100 kWh, donc finalement elle est plus petite. Entre parenthèses, entre guillemets. Et la Peugeot i3008, là on peut se dire mais qu'est-ce qu'elle foutait là-dedans celle-là, parce qu'elle a rien à voir avec les autres quand même. Hein. Ouais, bah 700. Voilà. 700 km avec une batterie de 98. Ah ouais, c'est ça. Ils se sont dit on veut les 700. C'est ça. Débrouillez-vous. Et du coup, aucune Tesla. Non, aucune Tesla. Parce que c'est pas la volonté de Elon Musk de mettre des grosses batteries. Bah alors attendez, on aurait pu mettre la Tesla Model S qui monte quand même à 780 km d'autonomie avec les petites jantes et la batterie de 95-100 kWh quoi. Ouais, ça aurait été trop simple là-dedans, là c'est pas mal de faire découvrir. Un WLTP, une Model S. Bah attends, je vérifie en même temps, mais en fait il faut faire très gaffe sur le site de Tesla. Ce qui est très embêtant, c'est qu'ils donnent les jantes de 18. Les grosses jantes. Ils mettent les grosses jantes. Voilà, ils donnent les gros. Et donc là, si tu prends la Model S, 723, t'as raison. Ce qui est déjà beaucoup. Oui, t'as raison. C'est pas 780, c'est 720. Et Elon Musk a dit qu'il mettrait jamais une batterie de plus de 100 kg. Ouais, exactement. Il a fait plusieurs déclarations où il trouve que c'est surtout ce qui coûte cher, il n'aime pas Elon. Ouais, c'est ça. Une batterie de 100 par rapport à une batterie de 75, il y a une grosse différence. Dans le fond, il va dire à son ingénieur moteur, tu te débrouilles pour avoir la même chose. C'est ça. Et tu me viens les clignotants. 75 et je l'autonomie d'une 100. Une semaine. Voilà, c'est ça. Mais il faut 6 mois. Allez. Dans 15 jours, le mec il revient en sueur à toi. Je l'ai déjà annoncé sur X. Donc c'est un burn-out 2 mois après. Je l'ai annoncé, tu te démerdes, voilà. Voilà, j'espère que ce petit jeu vous aura plu, aussi bien sur le plateau que dans le chat. L'idée, comme vous avez pu le voir, c'est de s'amuser un petit peu, mais de montrer qu'on peut avoir des voitures électriques abordables, entre guillemets, c'est-à-dire à moins de 20 000 euros. Bon, il y a le bonus qui peut faire un peu descendre la note sur certaines. Une voiture qui se recharge rapidement, quand on parle de 10 minutes, franchement, c'est hallucinant. 5 minutes, on les vise d'ici 1 à 2 ans avec CATL qui a déjà la techno prête. Il manque plus qu'à la mettre sur une voiture et avoir une borne. Voilà, qui va débiter du 800 peut-être kilowatts. Et une voiture avec beaucoup d'autonomie. Bref, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette émission. On touche un peu à la fin. Déjà. Je n'ai plus rien dans ma besace pour vous faire rire, pour vous divertir et vous apprendre des choses. Mais on aurait pu faire un pour et un contre le battery swapping. Cool, pour un prochain sujet, en effet, de NIO. Réfléchissez-y depuis. Ouais, tout à fait. Vous avez le temps. Pour ou contre l'échange de batterie de NIO qu'on a pu tester en Allemagne. Écoute, Maxime, merci beaucoup d'avoir été invité. Tout à fait. J'espère que ça t'a plu, notre émission. Ouais, mais je suis surpris par vos recherches là, sur mon boulot. L'automobile classique, vous m'avez un peu bluffé. Là. Et c'est marrant parce que le formulaire pour supprimer les données après. La Model S que tu as eu sur. Je m'en souviens très bien parce que je l'ai eu aussi. J'étais parti au Touquet avec. Et c'était une sacrée expérience aussi, parce qu'encore une fois, pas de superchargeur, machin, on s'était débrouillé avec 3 fils pour arriver à bout, c'était marrant. Et la petite anecdote, c'est que t'as fait un Paris-Marseille, et le premier essai qu'on a publié sur Android, c'était avec la Model S, on a fait un Paris-Marseille. Paris-Nice, exactement. Paris-Nice. Paris-Nice, à peu de choses près. Et c'est Vincent qui... C'est Vincent qui l'avait fait. Exactement. Mais à l'époque, on avait des superchargeurs. C'est quoi la date ? C'était 2016. Et en gros, c'était pour tester l'arrivée de l'autopilote chez Tesla. C'était l'arrivée. Ils nous ont proposé l'essai. On a dit bien sûr. Et on s'est dit, allez, on va prendre l'autoroute. Et à l'époque, il était beaucoup plus débridé, l'autopilote. Incroyable. Parce qu'il avait plus de couple dans le volant. Je l'avais testé à cette période-là et je l'avais trouvé beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Il dégrade au fur et à mesure des mises à jour. Mais des réglementations européennes. L'autopilote aux États-Unis est différent. Exactement. Il respecte la loi. Ce qu'il ne respectait pas finalement. Comme X. Moi, j'ai lu. Il s'adapte à chaque
chaque pays, quoi. Même s'il y a des juges brésiliens qui sont pas d'accord. J'ai lu les réglementations, mais j'ai pas vu le freinage fantôme dedans. C'est un peu taquin. C'est vrai que c'était fou. J'étais monté à Lille et c'est vrai, tu touchais le volant une fois toutes les 5 minutes. Exactement. Elle dépassait toute seule, elle accélérait le machin, c'était incroyable. Mais la nouvelle Model 3, comme elle te filme, il n'y a plus besoin de toucher le volant. Et ça, en Europe, si encore, mais aux US pour le FSD. Ça va arriver. Oui. Mais écoutez, voilà, j'espère que vous sur le chat ça vous a plu également. Pour info, on se donne rendez-vous toutes les 2 semaines sur l'émission Survolté ici même sur Twitch, et une semaine sur 2 c'est Unlock, donc l'émission là c'est pas 100% électrique, enfin si c'est de la tech, c'est 100% électrique forcément, avec nos collègues de Frandroid qui eux s'occupent de smartphones, drones, caméras, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir dans une semaine. Et en tout cas tous les matins on se donne rendez-vous également sur Twitch, puisqu'on a la matinale avec de nombreux journalistes qui se relaient pour vous parler de tech, pour vous parler de voitures également, de vélo, de tout un tas de choses, lire l'actualité. Et en tout cas, messieurs, je vous dis ici à plus tard. J'espère que merci vous êtes bien amusés. Merci à vous surtout d'avoir été présents. C'était une superbe émission. Voilà. Et vous sur le chat, merci également d'avoir été là, d'avoir commenté. C'était super. Et on se retrouve dans 2 semaines. Allez, salut. Salut. Salut.